je vais vous parler aujourd'hui de l'épidémiologie de la transmission des maladies infectieuses, en essayant de vous mettre ça en perspective avec des notions qui sont très rapidement évolutives. Vous allez voir historiquement, pendant longtemps, les choses sont restées un peu stables et elles sont en train d'évoluer très rapidement. Le premier point qu'il faut que vous ayez présent à l'esprit, c'est que l'homme, c'est-à-dire chacun d'entre vous, est un écosystème complexe. Quand vous vivez, vous vous percevez comme un individu, mais en réalité, vous êtes très habité, très nombreux. Pour chaque cellule que vous considérez comme étant humaine, il y a à peu près 100 bactéries dans votre corps maintenant, 1000 virus, centaines d'archées, ce sont des microbes, donc des éléments dont on parle, ou rarement. Et donc, vous êtes un écosystème très complexe. La manière dont tout ça s'équilibre, et qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est protecteur vis-à-vis d'envahisseurs extérieurs, tout ça, c'est le tout début de quelque chose qu'on commence à peine à faire. Et encore, je ne suis pas sûr qu'on ne peut pas le dire. À l'intérieur même des cellules que vous considérez comme humaines, ces cellules sont très chimériques en réalité, et elles ont des gènes qui sont d'origine eucaryote, mais elles ont beaucoup de gènes d'origine bactérienne, elles ont des gènes d'origine virale. On estime que peut-être 30% de nos cellules sont composées de rétrovirus qui sont intégrés dans nos cellules. Donc on est très chimérique et on est très habité. Bien entendu, c'est difficile à percevoir parce que on ne perçoit spontanément que ce qui est visible à l'œil nu, mais le reste, on ne pas. Le reste, c'est très nombreux. Ce que joue vraiment comme rôle tous ces micro-organismes, c'est très compliqué à savoir, je vais vous en dire un peu plus. Mais globalement, on a tenté de qualifier les rapports entre les hommes et les microbes avec 3 natures de rapports. Commensaux, commensal, ça veut dire qu'ils mangent à la même table. Les à côté, les voisins. Synergie, c'est on s'apporte quelque chose mutuellement, le microbe mange grâce à nous, il nous apporte quelque chose en échange. Pour les éléments dont on pense qu'ils jouent un rôle, premièrement, il y a la digestion. Pour la digestion, globalement, des végétaux, on n'est pas bon. On ne sait pas bien digérer les végétaux. Et on n'a pas, si vous regardez les enzymes pour lesquelles nous sommes équipés, on n'a pas l'équipement enzymatique pour digérer la plupart des sucres des végétaux. Et donc, c'est les bactéries qui font le travail. Donc, quand vous digérez les végétaux, c'est les bactéries qui font ce travail. Et ça, d'ailleurs, une conséquence, c'est que la diversité des microbes des végétariens est beaucoup plus grande que celle des carnivores, y compris chez les humains. Donc, il y a une gradation dans la diversité microbienne. Les carnivores, les cannibales, ça va être encore pire, ont une très faible diversité microbienne. Les omnivores ont une diversité microbienne intermédiaire et les herbivores ont une diversité microbienne beaucoup plus importante, et y compris chez les humains. C'est-à-dire chez les humains qui sont végétariens, ont une diversité microbienne qui est supérieure à ceux qui mangent plus de nourriture sans végétaux. Donc ça joue un rôle dans la digestion. On ne sait pas, c'est un débat important sur lequel on a des sujets de travail. La modulation de la flore digestive est associée avec la prise de poids. Donc, si vous manipulez la flore digestive d'une manière ou d'une autre, eh bien, ça peut être associé à une prise de poids. C'est quelque chose qui est très utilisé dans l'industrie agroalimentaire depuis 50 ans. On donne des antibiotiques, on donne des probiotiques aux animaux pour les grossir. Et ça, c'est un concept qui apparaît de plus en plus cohérent chez l'homme. On a des données comme ça. Si on donne des antibiotiques aux tout petits, en particulier, eh bien, ils sont plus gros ultérieurement. On a fait des travaux aussi là-dessus. Il y a des antibiotiques qui sont utilisés pour faire grossir les animaux. Et on a vu qu'ils faisaient grossir les humains aussi. Tout ça, c'est dû au fait que les changements de la population microbienne qui vous habite
sont associés à des changements de traitement de l'alimentation, de transformation des calories, ou il y a d'autres explications. Le deuxième point qui est un point important pour tous ces microbes, c'est que ces microbes qui vivent dans cet écosystème défendent l'écosystème dans lequel ils sont. C'est les habitants de cet écosystème. Et de cette manière, ils empêchent les envahisseurs, qui sont éventuellement pathogènes, de s'implanter, jusqu'à un certain point. Donc, c'est un élément, vous verrez, je ne mettrai pas historiquement, très ancien, qui dit que, eh bien, il y a des microbes qui sont bons pour nous et qui évitent l'invasion par les autres microbes. Et c'est ce groupe de microbes, en général, qu'on appelle les probiotiques. Donc, c'est les microbes vivants qui sont bons pour les humains, théoriquement, parce qu'ils empêchent les infections. Par exemple, vous avez probablement pratiquement tous mangé de l'ultra-levure quand vous prenez les antibiotiques. Vous avez une diarrhée après l'antibiotique, on donne de l'ultra-levure. C'est les probiotiques, c'est les microbes qui aident à lutter contre les bactéries qui donnent des diarrhées. On fait des choses beaucoup plus sophistiquées, qui n'ont peut-être pas un peu découvert, enfin c'est comme ça. Actuellement, pour lutter contre ça, il y a une cause de diarrhée très embêtante actuellement, très grave, souvent liée à la prise d'antibiotiques, et une diarrhée avec une bactérie qui s'appelle Clostridium difficile. Et on a beaucoup de difficultés à traiter cette infection bactérienne, et il y a les premiers travaux qui viennent de sortir avec des greffes de matière fécale. Vous voyez, on fait avaler aux gens de matière fécale. Ils sont conditionnés, on ne donne pas directement, sous forme de gélules, pour restaurer la flore digestive, pour lutter contre le Clostridium difficile. Donc, et ça, on pourrait penser que c'est un mécanisme assez ancien. On verra qu'il y a des gens qui pensent à ça depuis longtemps. Enfin, c'est la première fois qu'on le fait. En tout cas, moi, j'ai vu ça il y a un mois. C'est la première fois qu'il y a un vrai essai thérapeutique qui est fait avec de la greffe de matière fécale pour empêcher les diarrhées à Clostridium difficile. Donc, vous voyez, ça joue un rôle. On ne sait pas jusqu'à quel point ça joue un rôle. Il est possible que les différences de sensibilité, vous voyez, aux épisodes de diarrhée, aux épisodes d'infection respiratoire, il est possible que ce soit dû à des différences d'écosystèmes qui sont plus ou moins permissives. C'est compliqué. Les parasites, ce que nous on appelle les parasites, c'est ce qui est mauvais pour nous, dangereux pour nous, et qui peuvent jouer au moins 4 rôles. Certains étaient clairs depuis le début, et puis d'autres montrent plus clairement maintenant. Premièrement, le plus simple, c'est l'invasion. Ça rentre, ça se multiplie à l'intérieur de votre corps, ça fait des lésions visibles. Alors ça, c'est compréhensible, c'est les premières infections qu'on est compris. Deuxième mécanisme, les intoxications, c'est-à-dire que les bactéries, en particulier, font des toxines. Et parfois, vous pouvez être malade, même mourir, simplement du fait de la toxine, sans que la bactérie se soit multipliée dans votre tissu. C'est vrai, par exemple, pour le botulisme. Quand vous attrapez le botulisme, c'est parce que la toxine a été sécrétée dans une boîte de conserve, dans le fromage, dans ce que vous mangez. Ce n'est pas la bactérie qui vous rend malade, la toxine. C'est vrai pour les intoxications à staphylocoque doré, c'est vrai pour tétanos, c'est la toxine tétanique qui vous rend malade et qui vous tue. Donc c'est simplement la toxine qui vous rend malade. Il y a beaucoup d'infections bactériennes qui rendent malade par la toxine qu'elle représente. Ensuite, il y a un autre mécanisme qui est l'inflammation. Alors là, on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus compliquées et beaucoup moins claires. Il y a beaucoup de maladies inflammatoires pour lesquelles on suspecte, on a trouvé de temps en temps un microbe, dans lequel on n'arrive pas très bien à dire quel est le lien précis entre cette inflammation et la chronicité de cette inflammation et le microbe. Il y a beaucoup de maladies sur lesquelles on suspecte un lien. Et puis quelque chose qui est à la fois ancien et récent, qui est le rôle des microbes dans le cancer, où on estime qu'à peu près, en fonction des zones géographiques, entre 20 et 40%
des cancers sont liés à une infection initiale. Sans qu'on sache très bien quel est le mécanisme, même si on pense que c'est la régulation de la transcription qui est l'élément qui permet la transformation en cancer. C'est des éléments dont je parlerai. Pour essayer de voir ça sur le plan historique, je vous ai mis année par année, vous voyez, ce qui a été considéré comme des étapes majeures, parce que c'est les gens qui ont eu le prix Nobel. Pour cette étape. Donc le prix Nobel, c'est le XXe siècle. Avant le XXe siècle, les premiers microbes ont été vus au microscope au XVIIIe siècle, sans qu'on en tire, c'est les premiers microscopes, sans qu'on en tire de conséquences autres que constatation botanique, si vous voulez. Il y a eu une grande étape à la fin du XIXe siècle qui a été l'acceptation de la théorie du germe, qui était en France et dans le monde d'ailleurs un combat très important qu'a mené Pasteur, dire que les maladies, en particulier les maladies transmissibles, étaient dues à des microbes. Et puis, il faut que vous ayez présent à l'esprit, d'ailleurs c'est un point qui est important, c'est que il se passe souvent très longtemps entre le moment où on commence à comprendre et le moment où c'est utile. Donc il ne faut pas... C'est pas parce que quelque chose n'est pas utile tout de suite que ce ne sera pas utile à un moment ou à un autre. Les travaux de Pasteur, en termes d'utilité, n'ont jamais été vraiment utiles à la médecine. Donc il y a une très grande réticence des médecins en général à accepter les points de vue de Pasteur simplement parce que ça ne servait à rien. Et après, ça a servi à quelque chose de comprendre que c'était des microbes, petit à petit. 20 ans après, ça servait à quelque chose avec les premiers vaccins anti-bactériens. Donc, il y a vraiment un temps entre comprendre et transformer ça entre quelque chose d'utile, qui est tout le principe de recherche, et souvent il y a beaucoup d'impatience entre le fait qu'on commence à comprendre comment les choses fonctionnent et le fait qu'on n'arrive pas à les transformer tout de suite dans quelque chose qui est thérapeutique. Mais donc voilà les différentes étapes. Vous voyez, le 1901, il y a eu à peu près un tiers des prix Nobel qui a été donné à des gens qui travaillaient sur, qui ont joué un rôle clé dans la compréhension des maladies infectieuses. La maladie infectieuse, vous allez voir, ça représente un élément très important. Donc Behring, c'est lui qui a trouvé le microbe de la diphtérie. Ross, c'est le premier à avoir eu des éléments pour la compréhension du paludisme. Robert Koch, c'est vraiment lui qui a permis d'établir un lien entre microbes et maladies. C'est le grand opposant de Pasteur. Pasteur a une vision plus romantique de la science, et Koch était quelqu'un de très précis, très organisé, qui a vraiment créé des critères permettant d'établir une causalité. Et ça, c'est un point très très difficile, très compliqué, c'est d'établir un lien de causalité entre un microbe et une maladie. Et il y a encore des maladies pour lesquelles c'était assez facile, des maladies aiguës, mais pour les maladies chroniques, vous voyez, inflammatoires, les cancers, c'est extrêmement complexe d'arriver à créer ça, le lien de causalité. Et donc il faut que vous reteniez, selon Koch, bien sûr, c'est le bacille de Koch, c'est le bacille de la tuberculose, et Koch, c'est les critères de Koch, de causalité, qui sont encore utilisés maintenant. Pour dire qu'il y a un lien qui n'est pas un lien conjoncturel par hasard, mais un lien de causalité, eh bien, on utilise encore beaucoup les critères de Koch. Et ce que disait Koch, c'est pour qu'on incrimine un microbe dans une maladie, il faut, c'était l'époque reine de la culture microbienne, donc il faut isoler le microbe des gens qui sont malades, ne pas être capable de l'isoler chez les gens qui ne sont pas malades, et quand on a le microbe en culture pure, d'inoculer un homme, ce qu'on faisait encore à l'époque, ou un animal, et reproduire la même maladie en réisolant le microbe. Ça, c'était, lui, il les a jamais appelés comme les gens appellent ça le postulat de Koch. Lui, il n'est jamais émis sous cette forme de postulat. Et voilà, pour démontrer que le bacille de Koch était l'agent de la tuberculose, c'est ça que. Bien sûr, il y a tas d'exceptions à ça, mais c'est une bonne approche de la causalité. Ensuite, un Français, Lavran. Lavran, c'est lui qui a découvert le parasite du paludisme. Ensuite, Metchnikov et Ehrlich. Metchnikov, c'est lui qui a découvert, c'est lui qui a toute sa vie a travaillé sur ce
ce dont je vous parlais, les probiotiques, c'est-à-dire les bonnes bactéries. Donc il a travaillé sur l'immunité, c'est lui qui a décrit la phagocytose, et toute sa vie il a consacré à essayer de montrer qu'il existait des bonnes bactéries, que le monde était, toutes les bactéries n'étaient pas mauvaises pour nous. Ensuite, Bordet a joué un rôle très important parce que le premier vaccin moderne, c'est Bordet, c'est-à-dire c'est un vaccin basé sur une toxine dénaturée. Donc, à partir de Bordet, la recherche microbiologique sert à quelque chose. C'est Bordet qui trouve toxine, la toxine de la diphtérie. Il montre que si on prend cette toxine, qu'on fait des anticorps contre cette toxine, et qu'on donne ces anticorps à quelqu'un qui est en train de faire la diphtérie, on le sauve. Donc c'est un médicament. Les anticorps antitoxines sont un médicament. Et ensuite, il montre qu'en prenant cette toxine, en la dénaturant, eh bien, on injecte ça, on fait ce qu'on vous a fait à vous, c'est-à-dire un vaccin contre la diphtérie. Vous faites des anticorps contre la toxine dénaturée, qui sont efficaces aussi contre la toxine. Donc c'est à partir de ce moment-là que le monde médical bascule, avant ça, parce qu'il a eu le prix Nobel après ses travaux, il démontre ça à la fin du 19e siècle, c'est là que le monde médical bascule en disant oui, c'est vrai, finalement la théorie du germe, ça sert à quelque chose, puisqu'on peut soigner des gens et on peut vraiment avoir une vaccination qui marche. Ensuite, Charles Nicholl découvre pour la première fois le rôle du pouls dans la transmission des maladies, en particulier dans celle du typhus. Et il le fait avec une observation, c'est très intéressant, beaucoup de la science a été faite par des observations, par des gens qui voyaient quelque chose que tout le monde voyait, mais personne ne cliquait, personne ne notait cette différence. Lui avait vu que la transmission du typhus, qui était une maladie contagieuse, disparaissait chez les malades qu'on avait déshabillés, alors que les malades qui rentraient dans l'hôpital avec leurs vêtements continuaient à être contagieux. Et donc il a compris que c'était dans les vêtements, et en regardant les vêtements, ce qu'il y avait, c'était. Ensuite, Gérard Domax, c'est lui qui a inventé, très peu de temps avant le prix Nobel, les premiers antibiotiques, les sulfamines. Ensuite, on continue, là on rentre dans l'ère des sulfamines. Alexandre Fleming a découvert, lui, l'activité de la pénicilline pendant la guerre. Et à l'époque, la pénicilline était un antibiotique à large spectre, ça soignait même les infections à staphylocoque. C'est un très rapide prix Nobel. En 1948, c'est Muller qui a le prix Nobel pour la découverte du DDT, premier insecticide qui va être utilisé à des doses massives et qui va entraîner le pire pendre du DDT, mais le DDT est la première action qui permet de faire reculer réellement le paludisme. Donc il y a eu un recul considérable du paludisme qui est remonté depuis, mais qui est toujours resté, qui n'est jamais revenu aussi près qu'avant le DDT. En particulier, il y avait encore des zones de paludisme en Europe qui ont disparu après avec l'usage du DDT. Donc ça a été un rôle très important, ça a été suremployé, les microbes, les rats deviennent résistants. Max Taylor ensuite a fait le vaccin contre la fièvre jaune. Waxman, encore les antibiotiques. Ensuite, en 1954, c'est le vaccin contre la poliomyélite, qui va devenir un enjeu considérable. Et puis, avec l'objectif de faire disparaître, ce qui ne passera pas, la poliomyélite dans le XXe siècle. Burnett, qui va découvrir une maladie sur laquelle je travaille, qui s'appelle la fièvre Q, et qui va découvrir la tolérance immunologique. Monod, Wolf et Jacob, qui vont comprendre comment s'organisent les opérons génétiques. Et Rousse va recevoir en 1966 le prix Nobel pour des travaux qu'il a fait dans les années 30, mais que tout le monde avait oublié parce que c'était tellement incroyable, c'était tellement difficile à percevoir qu'il a fallu plus de 30 ans pour qu'on reconnaisse son travail. Et ça, c'est une chose très importante quand quelqu'un découvre, quelle que soit la qualité de son travail, si ce qu'il découvre va contre ce que nous avons appris, tout ce que nous avons appris, on n'arrive pas à l'accepter, et donc il y a beaucoup de découvertes qui restent très très difficiles à faire avancer, simplement parce que c'est inconcevable. Ce que faisait Rousse, il prenait une tumeur, un sarcome du sein de la souris, il prenait une ponction de cellules
cancer du sein de la souris, il injectait ça à une autre souris, et la souris faisait un cancer du sein. Et il a fait ça des dizaines de fois, donc il avait démontré le cancer transmissible. Le cancer du sein de la souris transmissible. Donc, vous voyez, déjà, même vous, à votre époque, vous avez encore des difficultés à cliquer sur la transmission des cancers. Pas que vous, hein, le monde entier. Vous n'êtes pas plus bête que les autres. C'est comme ça, le monde n'a pas encore saisi qu'une partie des cancers étaient transmissibles. Pourtant, c'est très ancien, toutes les données. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on s'est rendu compte, quand on a eu le support, c'est-à-dire que les faits étaient évidents, mais comme on ne savait pas à quoi c'était dû, on n'arrivait pas à accepter qu'on change aussi radicalement un mode de pensée. Et à ce moment-là, dans le milieu des années 60, c'est là qu'on a vu qu'il y avait des virus à ARN, on a appelé du coup les oncornavirus, les virus oncogènes à ARN, qui sont les agents d'un certain nombre de cancers, dont le sarcome de Roux. Il a eu le prix Nobel à ce moment-là. Ensuite, l'URIA a fait des grandes découvertes sur les virus, en particulier ARN. En 1975, pareil, Baltimore, Dulbeco et Martin Tenney ont eu à nouveau un prix Nobel pour les virus cancérigènes en général. Carlton Gatusek a eu le prix Nobel pour une maladie qui est l'équivalent de la maladie de la vache folle chez les humains, qui s'appelle le kourou. Il a passé 20 ans en Papouasie pour essayer de comprendre pourquoi il y avait une maladie qui rendait les gens, qui donnait des encéphalopathies chroniques, qui rendait les gens débiles à l'âge de 20 ans, assez tôt. Comparé, ça ressemblait un peu à l'Alzheimer, mais c'était beaucoup trop tôt. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Il est resté sur place pour comprendre, et il a fini par comprendre qu'en réalité, c'est des gens qui étaient cannibales et qui mangeaient les cerveaux des morts, parce qu'ils pensaient que ça leur donnait l'esprit, etc. Et donc, ça a été la première maladie à prion, c'est-à-dire quelque chose qui est transmissible et dû à des protéines. Et c'est ce qui s'est passé ensuite avec la maladie de la vache folle, c'est quand on a rendu les vaches cannibales en leur faisant manger des débris de vaches qu'on rajoutait à leur alimentation, eh bien, un certain nombre d'entre elles ont fait des encéphalopathies, qui sont des encéphalopathies pour lesquelles il y a eu quelques cas humains, et surtout les vaches, surtout les vaches parce que les vaches étaient devenues cannibales. Donc ça c'est lui c'est Gatusek qui a vraiment trouvé ça. Et transposons, c'est Barbara McClintock, là aussi elle a eu un prix Nobel peut-être 30 ans après avoir découvert une chose, et ce qu'elle avait découvert, et qui était un mécanisme, c'était une des bases du mécanisme de transmission non verticale de l'information génétique, sur quoi elle travaillait, c'est qu'elle travaillait sur les épis de maïs, et elle avait remarqué que de temps en temps, dans les épis de maïs, il y avait un grain qui était noir. Donc ça l'intéressait de savoir pourquoi il y avait un grain qui était noir. Dites les quatre là, si vous voulez faire une belote, vous ne voulez pas aller dehors la faire la belote, là, vous commencez à faire. Vous êtes quatre, vous allez faire la belote dehors, vous arrêtez. Ensuite, l'explication. Donc les premiers rétrovirus cancérigènes ont été découverts en 1989, et ça a été un point clé de la compréhension parce que on expliquait qu'il y avait un sens unique dans l'information génétique. On dit voilà, on part de l'ADN, l'ADN donne de l'ARN, l'ARN est traduit en protéines. Donc ça, c'est un sens unique. Et la première fois qu'on a montré que des virus ARN étaient capables de se transformer en ADN, c'était une inversion. Pour lutter contre un dogme, vous en fichez, vous avez appris ça depuis votre deuxième année, mais en pratique, c'était quelque chose qui apparaissait absolument invraisemblable. Il apparaissait une espèce de flux continu, de sens unique dans l'information, et il ne paraissait pas que ce soit réversible. C'est les premiers qui ont montré que s'il y avait une enzyme, qui s'appelle la reverse transcriptase, qui est capable de transformer de l'ARN en ADN. Ensuite, Stanley Kuzyner a eu lui aussi, après 30 ans de dispute, un prix Nobel pour les premiers prions, c'est-à-dire les prions sont des protéines qui sont capables, sans information génétique, de transformer une autre protéine en changeant leur structure par contact. Donc ça explique le kourou dont vous parlez, aussi la maladie de la vache folle, peut-être d'autres maladies. Et enfin, Sidney Brenner a joué un rôle très important, en particulier en comprenant la régulation génétique et un élément qui est très important dans la lutte contre les microbes, qui est le suicide des cellules. Ça s'appelle l'apoptose, vous avez sûrement entendu parler, c'est un mécanisme important. Si une cellule, ou une cellule qui
qui sont infectés ont comme réaction, si la bactérie ou le virus commence à se nourrir sur la cellule, de se suicider pour protéger le reste de l'ensemble. Ça, c'est un des mécanismes de réponse à l'infection. Et puis les derniers, pour les derniers, Barry Marshall, qui est c'était un jeune étudiant en médecine, il a fait qu'une chose dans sa vie, mais il a fait une chose très importante. Comme il faisait un stage de recherche, Robin Warren, qui était un chercheur qui était proche de la retraite, il m'a dit, tu devrais regarder, quand on regarde les biopsies d'estomac, on a l'impression qu'on voit des microbes. Tu devrais regarder s'il n'y a pas des microbes. Il a essayé plusieurs fois, il n'y a pas été trouvé. Et puis il a eu de la chance, il avait laissé ses boîtes à incuber pendant un week-end prolongé. Et au lieu de regarder à 48 heures, parce qu'il y avait un week-end prolongé, il a regardé à 5 jours. À 5 jours, il a commencé à avoir des petites colonies. Et ces petites colonies, c'était les colonies d'une bactérie qui s'appelle le Helicobacter pylori. C'est ça qui cause l'ulcère gastro-duodénal. Ça a été difficile de convaincre les choses. Pour pouvoir convaincre les choses, il a bu lui-même. Il s'est fait faire une fibroscopie gastro-entérologique. Il s'est fait faire une fibroscopie avec une biopsie. Il a bu du milieu avec Helicobacter pylori. Il s'est fait refaire une biopsie après pour montrer la causalité. Vous voyez, c'est un point extrêmement important. Et depuis, ce qui paraissait, moi, invraisemblable quand j'avais votre âge, on traite les ulcères gastro-duodénaux avec des antibiotiques. Et le nombre d'ulcères gastro-duodénaux diminue. Et non seulement ça, mais on s'est rendu compte, pour des raisons qu'on n'explique toujours pas, que ces ulcères gastro-duodénaux sont ensuite se transforment pour une certaine partie d'entre eux en cancer. Et donc le cancer de l'estomac, en réalité, c'est une conséquence de l'infection à Helicobacter pylori. Et ça a la même répartition géographique que l'infection par Helicobacter pylori, qui est elle-même liée, au moins relativement, au niveau du lit. C'est-à-dire qu'il y en a plus dans les pays plus pauvres parce qu'il y a une transmission orofécale par les nourrisseurs. Donc c'est une découverte très importante. Vous voyez, c'est un étudiant en médecine qui a trouvé ça, et il a passé toute sa vie après à essayer de convaincre les gens que c'était vrai. À la fin, il a réussi à les convaincre, parce qu'il a eu que le reste. Les ARN interférents, ça c'est 2006. Le 2008, c'est Zurhausen qui a eu le prix Nobel pour les papillomavirus qui sont responsables du cancer du col de l'utérus, mais aussi du cancer de l'anus, mais aussi du cancer de la gorge. Peut-être. Donc, et qui a auquel ils ont proposé un vaccin qui est maintenant, dont on montre maintenant qu'il est efficace au moins dans la prévention contre cette infection. Tous les cancers du col, bien sûr, sont dus à ça. À peu près 30 à 40% des cancers de la gorge. Donc on a découvert à l'occasion d'ailleurs que c'était les maladies sexuellement transmises, ce qui est assez, c'est quelque chose qui n'était pas non plus évident. À partir du moment où on a eu les outils pour faire le diagnostic des cancers du col, les outils moléculaires, l'irrigation, les gens avaient remarqué que les cancers de la gorge, avec le cancer du col de l'utérus, ça c'est depuis le XVIIIe siècle, le XVIIe siècle, on savait que c'était un cancer lié aux relations sexuelles. On savait ça parce qu'il y avait une étude qui avait été faite par un Italien qui comparait les femmes qui avaient vécu toute leur vie, des nonnes, qui avaient vécu toute leur vie dans les mouvements, avec la population autour et qui avait montré qu'il y avait une différence très significative d'incidence du cancer du col. Donc on disait la différence, soit c'est la bonté divine, soit c'est le nombre de partenaires sexuels. Et donc il est probablement parce qu'il est mauvais d'esprit, on sait que c'est le nombre de partenaires sexuels. Donc on savait ça depuis longtemps. Et donc ça a été, c'est vraiment un prix Nobel qui était extrêmement mérité, parce qu'il a fallu 30 ans pour comprendre, parce qu'il y a plein de papillomavirus qui ne donnent pas le cancer, et là il y a quelques-uns qui donnent des cancers. Il a fallu, parmi les 70 ou 80 papillomavirus, bien identifier les 2 ou les 4 qui sont les plus spécifiquement liés à ça, et qui ont permis de montrer ça. Une fois qu'on avait les outils, il y a des gens qui ont dit, mais tiens, il y a un certain nombre de cancers de la gorge qui ressemblent beaucoup, sur le plan anatomique, sur le plan anatomopathologique, au cancer du col de l'utérus. Ils se sont posé la question de savoir si on hybridait ça maintenant avec des papillomavirus, on trouvait la même chose. Et bien on a trouvé qu'effectivement, il y avait un certain nombre de cancers de la gorge. Encore une fois, les séries, dépendant 30 et 70% des cancers de la gorge, sont associés avec le même papillomavirus. Et basé sur cette étude, a été fait secondairement, mais jamais personne n'avait fait d'études épidémiologiques parce que personne n'y avait pensé, même si ça fait sens, on réfléchit, mais les gens regardaient, est-ce que les gens qui ont des cancers de la gorge ont plus de partenaires sexuels dans leur vie que les gens qui n'ont pas de cancer de la gorge? Et la réponse est oui. Donc une partie des cancers de la gorge est une partie transmissible par les rapports sexuels. Alors que,
spontanément, on n'y pense pas. Et ça, c'est de la transmission qui n'a été comprise qu'à partir du moment où on a eu l'origine, alors le mécanisme général, c'est plutôt l'inverse. On voit bien que c'est une MST, et donc on va essayer de trouver le microbe qui va avec. Montagnier et Barré aussi ont eu le prix Nobel en 2008 pour la découverte du virus du sida, bien sûr c'est une chose importante. Et en 2011, Jules Hoffman, qui est un Français encore, qui a servi ces dernières années, a été récompensé pour ses travaux sur le système immunitaire inné, ce que vous avez dû apprendre sous le nom de Toll. C'est lui qui a inventé ça, pas du tout en travaillant sur l'immunité humaine, il travaillait sur la drosophile. Et un jour, il s'est rendu compte que les gènes qui étaient associés à l'immunité chez la mouche ont retrouvé les mêmes gènes chez les humains. Et donc, c'était le système immunitaire inné, à côté desquels il était complètement passé. Donc, c'était découvert chez nous. Et encore, c'est la recherche qu'on apprend. Bien. Si on regarde maintenant, ça c'est historiquement, et il est vraisemblable que pendant le XXe siècle, la plus grande part de l'amélioration de l'espérance de vie a été liée à la lutte contre les maladies infectieuses. Donc l'espérance de vie à la fin du XIXe siècle devait être, dans les pays développés, d'un peu moins de 40 ans. Elle est passée à près de 80 ans pendant le XXe siècle. C'est en grande partie, pas exclusivement, mais en grande partie liée à la lutte contre les maladies infectieuses, directe ou indirecte, hein, parce que le niveau de vie, l'hygiène ont été des éléments majeurs, peut-être les plus importants de tous, de lutte contre les maladies infectieuses. Le fait d'avoir un traitement des eaux usées joue un rôle absolument considérable. L'espace de vie, hein, la transmission des maladies se fait beaucoup moins dans des grandes maisons que dans des maisons dans lesquelles les gens vivaient à 10 dans une pièce. Donc ces éléments d'hygiène ont joué un rôle essentiel, mais aussi, bien entendu, la vaccination et les antibiotiques. Quelle est la situation maintenant? Eh bien, voilà, ça c'est un travail, et les choses n'ont pas beaucoup changé depuis que ce travail a été présenté dans New England, qui est le journal le plus coté chez nous en médecine. Vous voyez les 10 premières causes de mortalité ou de raccourcissement de la vie. Il faut faire attention parce que, bien entendu, chacun, pour les maladies infectieuses, je trouve que c'est les maladies infectieuses qui jouent le rôle le plus important. Les cardiologues vous diront que c'est eux qui ont le plus important, les neurologues. Alors, une des raisons pour lesquelles on ne vous donne pas les mêmes chiffres, c'est qu'on ne compte pas les mêmes choses. Nous, on compte les raccourcissements de la vie. Bien entendu, les maladies infectieuses jouent beaucoup parce qu'elles tuent les jeunes. Parce que si vous regardez cardiovasculaire, déjà, ils ne tuent pas très jeunes. Et puis ensuite, les accidents vasculaires cérébraux, ça tue encore plus vieux. Ça tue beaucoup, mais à la fin, on meurt tous de quelque chose. Donc, c'est l'âge, à la fin, on meurt tous. Hein, c'est la première option. Simplement, l'âge auquel on meurt n'impacte pas, bien entendu, votre espérance de vie. Donc, nous, on regarde l'espérance de vie parce que les maladies infectieuses, ça joue plus dans l'espérance de vie. La première cause de mortalité, tout confondu, c'est les infections respiratoires. C'est les infections respiratoires. Donc ça vous explique parfois des réactions un peu disproportionnées, les inquiétudes qu'il y a quand il y a une épidémie d'infections respiratoires. Vous voyez, tout le monde est affolé parce que c'est déjà ce qui tue le plus. Alors s'il y a plus des éléments épidémiques, bien entendu, ça tue encore plus. Par exemple, quand on regarde, non seulement ça tue plus tous les ans, mais dans les poussées épidémiques, ça tue encore plus. Et si vous regardez, c'est une des raisons, encore une fois, pour qu'il y ait eu cette démesure dans l'histoire de la grippe H1N1 il y a quelques années, si vous regardez l'espérance de vie et la mortalité aux États-Unis, les Américains n'ont pas beaucoup, à la différence des Européens, la mortalité par guerre pendant le XXe siècle a été faible en Amérique. Il y a eu 200 ou 300 000 hommes dans chaque guerre. Ça n'infléchit pas d'une manière très très significative. La seule chose qui est modifiée, qui infléchit de manière significative de tout le XXe siècle, c'est ce qu'on a appelé la grippe espagnole, qui est en réalité une grippe américaine, qui est née aux États-Unis, qui est diffusée à partir des États-Unis. Donc c'est la seule chose qui ait changé l'espérance de vie des Américains de manière significative, visible sur un graphique, si vous voulez, pendant le cours du XXe siècle. Donc une épidémie peut tuer de manière très significative. Ça peut pas vraiment se reproduire pour une raison, c'est qu'on sait que majoritairement, les gens qui sont morts de grippe dite espagnole sont morts de surinfection bactérienne pour lesquelles on a des outils qui sont très efficaces. Ils sont morts de pneumonie à pneumocoque, pour la plupart d'entre eux. Donc, c'est toujours utile que ça reste la cause qui tue le plus actuellement. La deuxième cause qui tue le plus, c'est le sida.
La troisième cause qui tue le plus, c'est les suicides. Alors, les Américains appellent ça les dépressions unipolaires. Il y a les suicides, c'est les suicides. La quatrième cause sont les diarrhées. En particulier, c'est ce qui tue le plus les enfants. Et en particulier dans les pays pauvres, une cause de mortalité qui reste absolument constante. Ensuite, les infections ischémiques cardiaques. Ensuite, ce qu'on regroupe sous le nom de maladies parasitaires tropicales négligées. Ça, bien sûr, c'est pour les pays les plus pauvres. Ensuite, les accidents vasculaires cérébraux. Ensuite, le paludisme. Ensuite, les accidents de la route. Et ensuite, la tuberculose. Et donc, à partir de ça, a été noté, il y a maintenant une dizaine d'années, un investissement a été fait, un investissement majeur dans ce qu'on appelle les trois grands, les Big Three, qui sont tuberculose, sida et paludisme, qui sont les microbes isolés qui tuent le plus dans le monde. Donc, pour résumer au XXIe siècle, infections dans le monde, si on parle des infections hors cancer, parce que je vous l'ai dit, c'est très compliqué. Je suis intervenu plusieurs fois dans la littérature scientifique pour essayer de changer ça, mais c'est très compliqué. Les maladies infectieuses considèrent qu'elles tuent à peu près un tiers, ce qu'on appelle les maladies infectieuses, car les maladies infectieuses aiguës, Kirkholula, tuent à peu près un tiers des gens qui meurent à la surface de la Terre tous les ans. Et donc, les autorités sanitaires internationales, l'OMS, a pris l'habitude de diviser la mortalité entre mortalité infectieuse, transmissible et non transmissible. Mais on n'arrive pas, j'essaie, ça finira par venir, on n'arrive pas à leur faire basculer les cancers dont on sait qu'ils sont d'origine infectieuse dans les transmissibles. Ça reste pour eux des non transmissibles. Donc vous voyez une espèce de barrière, méfiez des barrières comme ça, claires, qui correspondent rarement à la réalité. Il y a toute une quantité de maladies transmissibles dans ce qu'on appelle les maladies non transmissibles dans les maladies chroniques. Parce qu'elles sont dues à un microbe qu'on attrape au début et qui monte à l'autre. Donc dans ces 17 millions de morts, les trois grands, HIV, tuberculose, paludisme, les infections respiratoires, les infections digestives, pour lesquelles notre connaissance est en train d'augmenter de manière absolument considérable, très rapide. Ensuite, les infections prévues par les vaccinations, c'est une des choses. Alors là, on rentre globalement. Je vous ai expliqué, on vit, nous sommes un écosystème et les partenaires qui nous rendent malades sont vivants. Et donc c'est compliqué, c'est pas de la chimie, c'est pas de la physique, c'est extrêmement compliqué. Et on avait une grande naïveté quand on a commencé à comprendre les maladies infectieuses, dans notre capacité à nous en débarrasser, les éradiquer et nous soigner simplement. Ça, c'est pas vérifié. On est embêté avec chacune de ces maladies. Je vais vous expliquer jusqu'à quel point et pourquoi. Donc les infections prévenues par les vaccinations, vous pensez toutes les maladies dont l'homme est le seul réservoir et pour lesquelles il existe un vaccin, on pensait qu'on allait réussir à s'en débarrasser dans le courant du XXe siècle. Ça, c'est la rougeole, les oreillons, la poliomyélite. Et ça n'a pas marché. On a éradiqué une seule maladie, c'est la variole. Le reste, on ne sait pas le faire. Parce que les gens ont fini par vouloir être vaccinés, parce que ça reste des maladies extrêmement contagieuses, et quand ça repart, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une vaccination pour convaincre les gens de la faire, et qu'en réalité, on a eu, dans le XXIe siècle, des bouffées, comme on dit à Marseille, hein, vous êtes une très très bonne cible pour la rougeole et les oreillons, c'est une maladie extrêmement contagieuse. On a eu, il y a 2 ans, plus de 200 personnes du personnel médical, y compris étudiants, qui ont fait une rougeole à l'hôpital. C'est extrêmement contagieux. On a eu, il y a 5 ans, une épidémie d'oreillons chez les étudiants en médecine, les étudiants de bulimie. Ça, c'est extrêmement contagieux et qu'il y a peut-être 30% d'entre vous n'ont plus d'anticorps parce que vous n'avez pas été revacciné. Donc c'est une chose très importante à vérifier parce que là, la bouffée d'épidémie est passée et si elle revient, partie d'entre vous, peut-être 30%, est susceptible et sensible et risque d'attraper les oreillons de la rougeole. Là, en revanche, la poliomyélite, c'est localisé pour l'instant en Inde, au Pakistan et en Afrique centrale. Les infections nosocomiales constituent actuellement une des sources dans les pays développés d'infections les plus considérables. On considère qu'à Marseille, il
il y a 100 morts supplémentaires par an dues aux infections nosocomiales. C'est considérable, c'est beaucoup plus que les accidents. Dans la plupart des pays dans lesquels on l'étudie actuellement, ça tue entre 2 fois et 3 fois plus que les accidents de route. Cause d'infection extraordinairement commune qui est en train d'émerger, et c'est dû au fait que on a de mauvaises habitudes. Je regrette d'ailleurs qu'on continue à vous apprendre ces mauvaises habitudes, c'est-à-dire que dès que quelqu'un arrive aux urgences, ou quelqu'un a quelque chose, les pompiers font un truc qui font, ça leur fout une cathéter, même s'ils n'ont pas de risque de choc, et hop, c'est comme ça qu'on attrape les septicémies. Donc il y a une agressivité beaucoup trop grande des médecins quand ça n'est pas nécessaire avec les cathéters, qui est la cause de septicémie, et septicémie sont mortelles. Et on estime, les fourchettes en France, c'est qu'il y a entre 10 et 20 000 morts liées à des infections de l'eau. C'est nous qui leur donnons. Donc, pour certains, on a été obligé de les refuser, pour d'autres, on n'était pas obligé, et puis surtout, on avait besoin d'y prendre garde. Et cette incroyable fréquence des infections nosocomiales n'a pas cliqué non plus, fait partie des choses qui... Parce que si on fait des enquêtes, ici, mais pas qu'ici, dans le reste du monde aussi, en demandant à un médecin s'il sait si son malade est perfusé ou n'est pas perfusé, dans 30 à 40% des cas, il ne sait même pas ce qu'il est perfusé. Alors que c'est le geste le plus dangereux que tout. Donc on a tellement banalisé, là aussi on est sûr que c'est bon de perfuser les gens, et donc on a tellement banalisé ça qu'on ne se rend pas compte qu'en réalité le plus grand danger qu'on couvre à l'hôpital en dehors de sa propre maladie, c'est d'avoir une septicémie à cause de la cathéter. Et si vous parlez cathéterien, alors c'est encore mieux. Les infections émergentes et puis les cancers dont le rôle n'est pas encore... dont le périmètre n'est pas encore complètement défini. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maladie infectieuse? Eh bien, il y a, pour essayer de décrire ce que sont les maladies infectieuses, au moins les maladies infectieuses aiguës, c'est la rencontre d'un microbe avec un humain. Donc l'humain, c'est qui? On va voir quels sont les éléments. Il faut que le microbe et l'humain se rencontrent. C'est où, comment. Et puis les microbes, tous les microbes ne sont pas égaux, ils ne donnent pas la même type de maladie. Donc c'est quoi? Quel microbe? Et donc vous voyez, pour le terrain, pour les choses que l'on connaît, et bien sûr ce que je vous dis est une simplification, eh bien on sait que la génétique joue un rôle, il y a une susceptibilité génétique particulière aux maladies. Alors, celle qu'on connaissait le mieux, c'était des maladies génétiques qui donnaient des immunodépressions générales, complètes. Maintenant, ce qu'on est en train de voir, ce qui est très compliqué, c'est qu'un certain nombre de maladies infectieuses sont liées à une petite anomalie génétique qui ne prédispose qu'à une maladie infectieuse. Donc ce n'est pas que vous êtes immunodéprimé, c'est que vous ne savez pas vous débarrasser juste de ce microbe-là. Donc ça devient très compliqué. Cette génétique des maladies infectieuses est probablement ce qui a joué le plus grand rôle dans le tri, je n'ose pas dire la sélection, mais le tri des humains. Et c'est ainsi, récemment, il y a quelqu'un qui a rejoint mon équipe qui a fait un très grand travail sur la répartition des groupages HLA dans le monde. Et ce dont on se rend compte, c'est que contrairement à ce que les anthropologues ont raconté pendant des années, nous sommes un mélange de Cro-Magnon, de Néandertal et d'un autre hominidé primitif qui s'appelle Desilova. Leurs génomes ont été séquencés. C'est pas vrai que l'Homo sapiens a tué les Néandertals, ils sont mélangés. Et comment ça a été trié? Eh bien, on voit qu'il y a un tri extraordinairement important qui a été fait sur les groupages HLA. Et donc, si les populations, en particulier, on a les 4 000 autres populations très très différentes triées sur le groupage HLA, c'est probablement parce que les groupages HLA ont permis de résister, certains groupages HLA ont permis de résister à certaines épidémies qui ont sévi dans un endroit donné et qui ont tué la plus grande majorité des eux. Donc le rôle des épidémies dans le tri génétique a probablement été extraordinairement important, et on le voit bien maintenant à notre échelle chez les animaux, chez les plantes. On voit que c'est les maladies infectieuses qui déciment, qui
tuent 99%, font ce qu'on appelle des goulots d'étranglement, ils tuent à peu près tout, sauf le 1% qui a une résistance naturelle. Et c'est probablement même pas une progression, parce que le fait d'avoir été résistant à cette épidémie-là ne signifie pas du tout que vous allez être résistant à l'épidémie d'après. C'est un autre mécanisme qui permet d'être résistant à l'épidémie d'après. Donc c'est pas un progrès, c'est juste un tri qui se fait. Donc la génétique est probablement un élément très important. Le sexe, les maladies, le sexe féminin et masculin n'exposent pas aux mêmes maladies infectieuses. Alors il y a trois raisons. Les premières, bien que ce soit pas la mode, la théorie du genre, on reste des médecins, quelles que soient les modes, il y a trois raisons pour ça. La première raison qui tombe sous le sens, c'est anatomique. Tout le monde ne peut pas faire une prostatite ou une endométrite. Donc il y a des phénomènes anatomiques. Il y a bien entendu des phénomènes environnementaux, c'est-à-dire que quand on ne fait pas le même métier, et ça, bien entendu, ça colle très bien avec la théorie du genre, en fonction de ce à quoi on est exposé, on ne fait pas les mêmes maladies. Et troisièmement, il y a un facteur qui est très important, qui émerge de plus en plus, sur lequel les gens de mon équipe ont beaucoup travaillé, qui sont l'influence des hormones sur l'expression et la sensibilité aux maladies infectieuses. Alors ça, c'est un phénomène très important. Globalement, toutes les hormones, tous les stérols et toutes les hormones stéroïdiennes jouent un rôle dans la modulation de la réponse à l'inflammation. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles vous savez, les statines qu'on donne contre le cholestérol jouent un rôle dans les maladies infectieuses. C'est une des raisons pour lesquelles la vitamine D joue un rôle dans les maladies infectieuses. Et c'est une des raisons pour lesquelles, avec la même exposition, y compris sur des modèles expérimentaux, les femmes et les hommes n'ont pas la même susceptibilité aux maladies infectieuses. Et pas la même réaction inflammatoire aux maladies infectieuses. À un certain nombre, pas à toutes, mais à un certain nombre de maladies. Et bien entendu, si les femmes enceintes ont encore une autre réponse immune aux maladies infectieuses, avec des formes qui sont protectrices, où elles ont une inflammation moindre, et des maladies qui tuent presque exclusivement par voie générale les femmes enceintes. La grippe tue beaucoup les femmes enceintes. L'âge, bien entendu, on n'est pas susceptible aux mêmes choses aux différents âges de la vie. Les immunodépressions, toutes les causes d'immunodépression, génétiques, médicamenteuses, liées à des pathologies associées. Le microbiote, c'est une chose dont je vous ai parlé qui apparaît de plus en plus claire. Il y a des modèles maintenant qui montrent que la susceptibilité à la grippe, par exemple, n'est pas la même en fonction du microbiote des muqueuses. Une chose très très importante, c'est les co-infections. Et un élément qui est plus troublant ces dernières années, qui a été rapporté par un très grand scientifique qui s'appelle Goldman, c'est les liens qu'on connaissait, mais qu'il a exploré d'une manière plus profonde que n'importe qui d'autre, les liens qu'il y a entre la bactérie de la pneumonie, qui est le pneumocoque, et la grippe. Et il a analysé une série de travaux qui montrent que quand on est vacciné contre le pneumocoque dans un pays, eh bien on fait moins de diagnostics de grippe. Il y a moins de grippe apparemment. Et quand on est vacciné contre la grippe, il y a moins de pneumonie à pneumocoque. Donc, et pourtant, la grippe n'est pas due au pneumocoque et la pneumonie n'est pas due à la grippe. Et ce qui se passe, c'est que les complications de la grippe, c'est essentiellement le pneumocoque. Donc c'est les grippes compliquées dont on fait le plus de diagnostics. Et bien entendu, si vous n'avez pas de grippe, la chance d'avoir une pneumonie à pneumocoque est beaucoup plus forte. D'accord. Donc voilà, c'est un exemple, probablement le meilleur exemple qu'on connaisse d'interférence, vous voyez, entre deux microbes, et qui vous montre jusqu'à quel point ça peut être compliqué de réfléchir à la causalité. Quand même, vous pouvez penser que si le vaccin protège contre quelque chose, c'est que c'est vraiment la cause, mais dans une cause indirecte. Protéger soit contre la complication, soit contre l'infection initiale. Et puis les toxiques. Alors les toxiques utilisés peuvent jouer un rôle soit direct, ce qui est assez difficile à démontrer en réalité, soit un rôle indirect qui est lié soit au mode d'ingestion, soit à la perte de conscience associée à l'utilisation de toxiques. Il y a beaucoup de gens, des stars de mon époque, des stars du rock'n'roll qui sont mortes de pneumonie d'aspiration parce qu'ils étaient à moitié en coma après avoir pris une petite alcool, qui est un mélange d'alcool et de médicaments en faisant des pneumonies d'aspiration.
Donc il y a un danger lui-même toxique, mais beaucoup d'infections. Et puis, bien entendu, il y a eu une grande partie de l'épidémie de sida qui était liée à l'utilisation de matériel injectable non à usage non unique qui a permis la transmission de l'hépatite B et du sida. Donc, dans le problème des toxiques, il y a le problème des toxiques, mais surtout l'état dans lequel vous mettez ces toxiques et puis la voie d'inoculation et d'utilisation des toxiques. Alors, parmi les éléments de terrain, vous voyez, quand on regarde chez les enfants, par exemple, si on sait que les grandes maladies d'enfants ne sont pas les mêmes chez les nouveau-nés, chez les nourrissons, chez les enfants jeunes. Chez les nouveau-nés, il y a deux éléments particuliers. Les premiers germes auxquels ils sont confrontés, c'est ceux qu'ils risquent d'attraper dans la filière génitale, c'est ceux qu'on trouve dans le vagin. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, quand une femme accouche ou va accoucher, on fait un prélèvement vaginal pour savoir s'il y a les microbes qui sont capables d'être transmis, donc streptocoque B, et de donner des méningites aux enfants. Il y a en même temps, les nouveau-nés sont protégés pour la plupart des maladies pour lesquelles leur mère a une immunisation. La mère transmet l'immunisation, transmet les anticorps, et ainsi elle le protège. Et d'ailleurs, c'est une chose qui a rien à voir, qui est intéressante. J'ai appris ça récemment, donc je trouvais ça amusant. Ma mère donne quelque chose, mais j'ai appris assez récemment que le fœtus donnait aussi quelque chose. Donc les femmes qui avaient eu des enfants, elles sont toutes un peu chimériques. C'est-à-dire qu'elles ont pris des cellules souches et le fœtus transfère des cellules souches à leur mère. Donc les jeunes femmes qui auront ici, les petits garçons, auront des cellules masculines, en particulier dans le cerveau, qui auront été transfusées par leur fœtus. C'est une chose assez... Donc, bien sûr, c'est idiot, il n'y a pas de raison que les choses soient que dans un sens. Et donc les bébés, dans la grossesse, transfusent leur mère avec des cellules souches, et il y a des gens qui pensent que c'est une des raisons pour lesquelles les mères qui ont eu beaucoup d'enfants ont moins de cancer du sein, parce qu'ils pensent que les cellules souches remplacent les cellules défectueuses. Les cellules souches, ça sait tout faire. Remplacent les cellules défectueuses, et ça explique peut-être la longévité plus grande des femmes et le fait que les femmes qui ont eu beaucoup d'enfants ont moins de cancer du sein. Les choses deviennent de plus en plus complexes et intéressantes. Les nourrissons. Alors les nourrissons, bien entendu, ça dépend beaucoup. Les nourrissons ont une vie sociale très particulière. Donc les nourrissons ont une vie sociale, quand on les met en collectivité, qui les expose à une quantité de maladies et qui fait que ce sont d'ailleurs des vecteurs de beaucoup de maladies infectieuses. La grippe et ce qu'on appelle, en France, on appelle la gastroentérite. Quand vous dites j'ai la gastroentérite, les Américains appellent ça le vomissement saisonnier. C'est plus des vomissements, et la gastroentérite, c'est plus mal au ventre et des vomissements, en particulier chez les enfants, que vraiment la diarrhée. Donc en réalité, c'est une maladie très très contagieuse, qui est un virus qui s'appelle le norovirus. Et ça se transmet par la salive et les vomissements. Et les gosses qui se trouvent en collectivité attrapent tous ça. Donc, les gosses, tous les hivers, vous voyez bien, qui une rhinopharyngite, qui 2, qui 3, qui 4, et qui une gastroentérite avec des vomissements. Et ça, 1, c'est parce que c'est contagieux, 2, parce qu'ils sont susceptibles, et puis 3, parce que les gosses n'arrêtent pas de se toucher les uns et les autres. Donc ils ont une vie sociale qui est beaucoup. Vous ne pourriez pas vous comporter comme des enfants de 2 ans, ils sont plus gros, ils se touchent, ils s'embrassent, c'est la vie sociale des tout petits. Et donc quand vous regardez, si vous avez l'occasion d'aller regarder dans une crèche où ils font les tout petits, vous allez voir, il y a pas de tricoté. Donc on voit bien que la transmission chez les tout petits, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est très facile chez les enfants de se développer. Bien entendu, les maladies humaines, elles se transmettent très souvent par les contacts interhumains. Et donc c'est eux qui ont plus de contacts. Ensuite, il y a les enfants jeunes. Et puis ensuite les adultes, qui sont exposés, c'est les adultes qui sont exposés au moins de maladies infectieuses. En fait, c'est à cet âge-là qu'on a les MST en général, les maladies sexuellement transmises. Et puis ensuite, les sujets âgés qui font beaucoup plus d'infections respiratoires. Les sexes, je vous ai dit, masculin et féminin, donc il y a des phénomènes anatomiques, hormonaux et culturels, et ça explique le sexe ratio. Vous savez, parce qu'à chaque fois qu'on définit une maladie infectieuse,
on définit le sexe ratio, c'est-à-dire la proportion d'hommes et de femmes. Et donc les femmes n'ont pas le même risque quand elles sont prépubaires, d'âge fertile, quand elles sont enceintes et quand elles sont ménopausées, parce qu'elles n'ont pas le même flux hormonal, elles n'ont pas les mêmes risques d'exposition aux maladies infectieuses, parce qu'elles n'ont pas les mêmes contacts interhumains. On dit plus vraiment à l'époque, c'était un peu insultant, on disait les femmes d'activité génitale. Maintenant, c'est un mot qui n'existe plus. La durée de vie d'activité génitale est probablement pas exactement la même que celle que l'on imaginait qu'elle était à une trentaine d'années. L'immunodépression, les causes d'immunodépression, l'infection HIV, mais l'infection HIV, même quand on n'a pas une immunodépression mesurable par le nombre de T4, le sida apparaît quand le nombre de cellules de lymphocytes T helper est bas, en dessous de 200. C'est là qu'on commence à faire le sida maladie, c'est-à-dire les infections et les cancers qui vont avec ça. Mais avant cette période-là, il y a, on a des hypothèses, on savoir pourquoi, enfin pour l'instant personne n'a démontré quelque chose, il y a une susceptibilité aux infections, en particulier aux pneumocoques, aux septicémies d'origine digestive, avant que l'on puisse mesurer cette immunodépression. Ensuite le sida, la cirrhose. Alors la cirrhose, il y a des raisons à la fois immunitaires et mécaniques qui font qu'on fait plus d'infections. Vous savez, il y a beaucoup de bactéries qui passent dans le sang à partir du tube digestif. Et le tube digestif, c'est ce qui contient le plus de bactéries de notre corps, c'est une grosse bactérie. Vous avez 10 puissance 12 bactéries par gramme de matière fécale. Vous voyez, en tout, combien ça fait. Donc, de temps en temps, il y en a une qui passe dans le sang, mais normalement, c'est filtré au niveau du foie et de la rate. Mais quand vous avez une cirrhose, vous avez des shunts sur le porte-cave, c'est-à-dire vous avez une vascularisation qui passe de la même porte à la même cave, et donc vous pouvez avoir des bactéries et des infections qui sont spécifiques des cirrhosiques. On trouve plus chez les cirrhosiques. Le diabète aussi expose à des infections, en particulier à staphylocoque, la splénéctomie, la rate, ça sert. Ça sert en particulier pour les bactéries qui ont une capsule. Les bactéries capsulées arrivent à empêcher les cellules de les manger, sauf dans la rate. Donc la rate sait très bien les éliminer, et donc si vous n'avez pas de rate, eh bien, vous avez un risque de septicémie à pneumocoque. On vaccine maintenant les gens à pneumocoque, on leur donne la pénicilline à vie pour éviter les infections à pneumocoque parce que c'est des infections fulgurantes. Et il y a d'autres bactéries capsulées moins fréquentes qu'on voit aussi chez les gens qui ont une splénéctomie. Chez les gens qui n'ont plus de polynucléaire, le polynucléaire c'est notre première ligne de défense, donc si vous n'avez plus de polynucléaire, vous faites beaucoup d'infections. Les cancers, alors ça dépend des cancers, ça dépend de leur degré, ça c'est un terme général qui ne veut pas dire grand-chose. Si vous avez un sarcome cutané, vous avez beaucoup d'immunodépression, si vous avez un lymphome, vous avez beaucoup d'immunodépression. La chimiothérapie, entendu, ça dépend des anti-chimiothérapies. Les traitements anti-rejet de greffe, qui sont associés, la greffe est associée à des germes qui ne sont pas les mêmes dans le traitement anti-rejet immédiat, parce qu'à la fois il y a le risque du greffon qui lui-même contient les microbes, le fait que vous immunodéprimez beaucoup les gens pendant les 3 premiers mois, et puis ensuite les 2 années suivantes, et puis ensuite d'ailleurs, ce n'est pas les mêmes microbes. Les traitements rhumatologiques modernes qui ont vraiment changé la vie des gens qui ont des arthropathies chroniques entraînent, en particulier les anticorps anti-tumeur necrosis factor, qui est un moyen de défense de la tumeur necrosis factor. Donc si vous mettez des anticorps contre le tumeur necrosis factor, vous avez des maladies spécifiquement, en particulier la tuberculose, qui peut réapparaître, il y a d'autres maladies. Fait que maintenant, avant de donner ce type de médicaments, on regarde toujours si les gens ont pas fait une primo-infection avec cette bactérie, éventuellement on les traite avant, pour pas qu'ils fassent une tuberculose maladie. Et puis la cortisone. Les matériels et greffes, à chaque fois que l'on importe quelque chose, un corps étranger, à fortiori c'est un corps étranger vivant, on prend un risque infectieux. Les greffes d'organes, dont je viens de vous parler. Et puis toutes les prothèses mécaniques. Pourquoi? Parce que une prothèse, d'abord, vous l'importez, vous envahissez le corps humain. Et deuxièmement,
une prothèse n'a pas les moyens de défense d'un tissu naturel. Le tissu naturel, c'est vascularisé, il y a des produits nucléaires qui viennent défendre, etc. Une prothèse, ça n'est pas défendu naturellement. Donc si ça s'infecte, même avec très très peu de microbes, ça ne sait pas faire. Tandis qu'un tissu normal, vascularisé, quand il y a quelques microbes, il arrive à s'en débarrasser. Donc c'est le risque avec les prothèses, il y a un risque d'infection. Quelle que soit la prothèse que vous mettez, il y a un risque d'infection. Et le risque d'infection, on distingue les risques d'infection immédiats. Ce qu'on appelle immédiat, ça va jusqu'à 6 mois. Parce qu'il y a des bactéries très lentes, hein, comme les staphylocoques épidermidis, c'est très lent. L'infection peut se révéler au bout de 3-4 mois. Donc, ce qu'on appelle immédiat, ou à distance. Et à distance, ça veut dire que de temps en temps, vous avez une bactérie qui circule dans le sang, parce que vous avez une infection urinaire, ou parce qu'on a une bactérie épi naturelle, et elle va se fixer sur la prothèse alors qu'elle ne se serait pas fixée s'il n'y avait pas eu de prothèse. Ça, c'est les infections secondaires, qui peuvent arriver jusqu'à 30, 40 ans, 50 ans après la mise de prothèse. Les intoxications, eh bien, le tabac, l'alcool, le tabac, les liens avec le tabac et l'alcool sont des liens épidémiologiques. On ne sait pas très bien comment ça marche. D'accord, parce que les gens qui fument du tabac ne font pas. C'était pendant très longtemps d'ailleurs des arguments de l'industrie du tabac pour dire qu'on n'avait pas établi de lien de causalité entre le tabac et le cancer du poumon. C'est parce que quelqu'un qui fume n'est pas exactement quelqu'un qui ne fume pas, par définition. Et ce qui différencie quelqu'un qui fume et quelqu'un qui ne fume pas, ça n'est pas simplement le tabac. Tout le monde n'est pas addict à la nicotine. Beaucoup de gens, mais pas tout le monde. Et donc, vous ne pouvez pas dire que c'est deux groupes qui sont identiques. Mais ce qui a été vu, c'est que ce qui a fini par convaincre tout le monde, c'est que la même population qui fumait, quand elle arrêtait de fumer, vous voyez disparaître au fur et à mesure le risque des maladies dont on savait qu'elles étaient associées au tabac, tandis que ceux qui ne s'arrêtaient pas conservaient ça. Mais le rôle dans l'immunité, la susceptibilité à l'immunité, elle est compliquée à expliquer. Mais on voit ça. L'alcool, c'est pareil, on ne sait pas très bien pourquoi, bien entendu, ça dépend du niveau de comment vous fonctionnez. Les drogues intraveineuses, c'est surtout l'usage de produits non stériles. L'épidémie de sida chez les gens, l'usage des drogues intraveineuses a quasi disparu du jour où les seringues étaient disponibles. Disparu. Alors que ça constituait un groupe qui était peut-être 30%, dans les pays développés, peut-être 30% des gens qui avaient la sida avaient attrapé ça, en particulier dans la région, avec des injections intraveineuses. Du jour où c'est pas la drogue, on a le sida, c'était les seringues, les aiguilles. Donc du jour où ça s'est devenu disponible, la transmission s'est arrêtée. Donc c'est le mode d'injection qui fait ça, c'est pas la drogue. Et puis, bien sûr, la surconsommation. Les maladies infectieuses de l'hôpital, là aussi, c'est un lieu de rencontre très important. Il y a des facteurs qui sont liés aux patients. Les patients à l'hôpital, en général, bien sûr, sont plus vulnérables. Les maladies, c'est pour ça qu'ils sont à l'hôpital. Et donc, leur susceptibilité aux infections n'est pas la même. Les traumatismes, bien entendu, quand ils sont là, on les pique, on met des tuyaux, on les opère. Donc, tout ça, c'est des traumatismes qui passent les barrières naturelles. Les sources d'infection, c'est les autres patients. Et c'est un grand problème parce que beaucoup de portage des microbes dangereux est asymptomatique. On ne sait pas, vous ne savez pas, vous, il y a peut-être 20 ou 30% d'entre vous qui avez des staphylocoques dorés que vous portez maintenant un peu dans les narines, sur la peau, sous les bras, mais vous ne savez pas. Donc vous êtes des porteurs dangereux, mais vous ne savez pas. Alors c'est embêtant parce que si vous assistez à un bloc opératoire, vous mettez une perfusion, vous avez ça, vous risquez de redonner le staphylocoque. Et eux aussi, d'ailleurs, peuvent être porteurs de staphylocoque doré, mais pas le savoir. Donc la source, ça peut être les patients eux-mêmes et les patients alentours, en particulier pour les staphylocoques dorés. L'eau, les infections à pseudomonas, légionnaires, ça vient de l'eau, donc de l'eau de l'hôpital. Et les mains des soignants, vos mains, quand vous allez toucher, vous allez transporter une population microbienne, donc vous ne savez même pas qu'elle existe, parce que vous ne la voyez pas. Donc, si vous ne passez pas les mains à l'alcool avant de toucher
quelqu'un qui a une porte d'entrée possible, eh bien, fait partie des vecteurs de microbes. Et puis les bactéries multirésistantes sur les mains, donc si vous pensez vraiment à se passer de l'alcool sur les mains avant de toucher un patient qui a une porte d'entrée possible, sur les habits. Moi j'ai essayé de goûter sans beaucoup de succès, il y a des choses pour lesquelles vraiment j'ai eu des échecs cuisants. Un des échecs les plus cuisants que j'ai eu, c'est d'essayer d'empêcher les vestes blanches en pilou-pilou dans les hôpitaux. Cochonnerie, c'est dégueulasse, mais c'était quand j'étais jeune, c'est un marqueur social. Et donc il y avait la veste d'interne, les vestes blanches là. Dans les hôpitaux, il y a la veste d'interne qui n'avait pas de col. Quand on était assistant, on a une veste avec un col. C'est une espèce d'uniforme qui permettait de reconnaître. Et du coup, tout le monde a voulu porter ces vestes. Et ces vestes, elles peuvent rester pendant 3 semaines à l'hôpital sans être lavées. C'est tout régulier. C'est démontré depuis longtemps. Moi, j'ai essayé de terpir ces vestes dans l'hôpital. Je n'ai pas réussi à le faire. C'est une force, une puissance d'habitude, résiste absolument en toute démonstration scientifique. Il ne suffit pas de le savoir. Pouvoir transformer ça en quelque chose qui est efficace, c'est extraordinairement difficile. Et tout le monde découvre le fait qu'on les arrête, aussi bien chez les médecins, chez les infirmières, chez les froids, avec un t-shirt qui avait froid. Non, pas réussi. Et donc, c'est des trucs qui ne sont pas arrivés pendant un mois. C'est que des microbes multirésistants. Donc, c'est démontré par les faits. La durée des hospitalisations, bien entendu, plus vous restez longtemps, plus vous avez une chance d'être infecté. Et puis, le contrôle d'antibiotiques, on sait que l'hôpital, c'est aussi un écosystème, et donc les bactéries sont dépendantes de l'environnement que vous leur donnez. Plus vous leur donnez antibiotiques, plus elles sont résistantes. Celles que vous sélectionnez, celles qui survivent, sont celles qui sont résistantes. Ou vous sélectionnez les bactéries naturellement résistantes, ou bien alors elles se dépêchent d'échanger les gènes entre elles, c'est-à-dire vous sélectionnez les gènes. On ne sélectionne pas que les bactéries, on sélectionne les gènes. Les gènes se multiplient de manière. Il y a des travaux tout à fait extraordinaires, comme ça on donne un antibiotique. Et on mesure le nombre de copies de gènes de résistance à cet antibiotique dans le tube digestif. Dans la semaine qui suit, on voit le nombre de copies de ce gène qui se multiplie de manière tout à fait extravagante. Et du coup, il fertilise toutes les autres bactéries avec ce gène qui viennent d'être résistantes. Voilà. Donc, je disais, on estime qu'il y a 12 000 morts par an en France par bactéries nosocomiales. Et sans décès dans la science publique. Alors, la première cause de bactériémie, c'est Escherichia coli. Et Escherichia coli, c'est surtout les cathéters urinaires, de septicémie nosocomiale. Ensuite, c'est les Staph aureus, c'est les Staph epidermidis. Ça, c'est vraiment aussi les cathéters sanguins, périphériques. Ensuite, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus, c'est aussi d'origine essentiellement urinaire. Donc, vous voyez, la majeure partie des bactériémies hospitalières, c'est basé sur les cathéters urinaires et sur les cathéters sanguins. Et il y a 120 000 admissions par an à l'Instance publique de Marseille. Vous voyez, il y a 1% des gens qui sont rentrés, qui vont faire une bactériémie nosocomiale, et il y en a 10% de ces 1% qui vont mourir. C'est colossal, c'est considérable. C'est la cause de mortalité la plus fréquente de tout ce que vous verrez pendant toutes vos études. Donc si vous mettez ça en tête, il faut que vous sachiez, chaque fois que vous mettez son urinaire, chaque fois que vous mettez une perfusion, vous mettez votre malade en danger d'avoir une septicémie. Si ça le sauve, faites-le pour et le contre, ça va. Entendu, il y a des gens qui ont fait. Mais c'est la même question et ça sera le même. Il y aura le même scandale, le même drame, je vous le prédis, j'ai peur de prédire. Et je peux vous dire, moi j'ai vu transfuser, j'avais votre âge, mais un peu plus vieux, les femmes enceintes qui avaient 9 grammes d'hémoglobine, alors qu'on sait que c'est simplement de l'hypervolémie, on les transfusait, on leur donnait 1 ou 2 transfusions. Et j'ai vécu après les hépatites B, les hépatites C et le sida de la transfusion, qui est une transfusion qui était complètement inutile, avec aucun sens. C'était devenu fou, hein, à croire qu'on faisait le bien des gens malgré eux, c'était devenu fou, c'est idiot. Il ne faut pas refaire la même chose maintenant, il ne faut pas mettre des perfusions qui sont à des gens qui c'est inutile, il faut leur enlever quand ça est utile parce que c'est dangereux. Et notre métier, ce n'est pas de leur foutre des maladies, c'est de leur enlever les maladies. Donc la dimension de ce problème-là est une dimension absolument considérable. Les transmissions, si vous avez compris ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début, c'est-à-dire que nous sommes un écosystème complexe, eh bien vous comprendrez que notre écosystème, comme tous les écosystèmes, est un écosystème qui change tout le temps. Et à chaque fois que vous changez quelque chose, vous changez l'écosystème. Et donc il y a de nouveaux paramètres qui arrivent. C'est ce qui nous rend effectivement un peu
hostile au principe de précaution. Il dit voilà, si vous changez quelque chose, on change toujours quelque chose. On ne peut pas empêcher le changement et on ne peut pas prédire ce qui va se passer au niveau des microbes quand on change quelque chose dans l'environnement. Donc, nous, on est plus pour le principe de vigilance, de dépister les choses très très tôt, parce que de toute manière, la plupart des changements liés aux modifications de l'environnement sont imprévisibles, parce qu'on ne sait pas comment réagissent les microbes. Donc, l'aérosol, l'air conditionné, eh bien ça, c'est ce qui a fait la maladie légionnaire. Une bactérie qui vit dans les eaux. Et donc, on était assez rarement soumis à des projections, si vous voulez, d'eau nébulisée, aérosolisée. Les climatiseurs sont comme ça. Eh bien, maintenant, on nettoie les climatiseurs, il y a beaucoup moins de maladies légionnaires. Mais, en réalité, c'est dans l'eau stagnante. Il y a une histoire qui est très merveilleuse de maladies légionnaires. Donc, on sait, au début, c'était une histoire terrible, la maladie légionnaire. 30 morts, 200 personnes infectées. Ils étaient dans un hôtel. L'hôtel a été rasé pour être mis dans la maladie légionnaire. À la fin, on a découvert que c'était dans la climatisation. Et du coup, on regarde quels sont les groupes de gens qui font des maladies légionnaires. Et paradoxalement, oui, il faut se méfier, en réalité, c'est dans l'eau. Ce n'est pas les climatiseurs, c'est parce que les climatiseurs, on projette. C'est dans l'eau. À chaque fois qu'on projette, vous recevez de l'eau en aérosol, vous avez ce risque si ça n'a pas été nettoyé. Et un exemple de ça qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on a découvert en Angleterre, un magnifique travail épidémiologique anglais, qui a montré que les camionneurs avaient plus de maladies légionnaires. Et donc ils se sont jetés dessus sur le niveau d'équipement des camions pour savoir s'ils étaient plus climatisés que ceux qui n'avaient pas de maladie légionnaire. Et la réponse est non, ils sont moins climatisés. Alors comment ça se passait? Pourquoi est-ce que les camionneurs, eux, étaient moins climatisés? Et la raison, était un peu longue à trouver, c'était que ceux qui n'étaient pas climatisés roulaient avec la fenêtre ouverte. Et que, en réalité, les légionnaires étaient dans le liquide de nettoyage des essuie-glaces. D'accord? Et donc, ils attrapaient la maladie légionnaire parce que quand ils mettaient l'eau pour nettoyer les essuie-glaces, ceux qui n'avaient pas la climatisation avaient la fenêtre ouverte et ils attrapaient les légionnaires. Et c'était l'eau stagnante, personne ne regardait l'eau qui sert à nettoyer les essuie-glaces, c'était de l'eau stagnante, c'était pour les légionnaires. Donc, c'est pas la climatisation, c'est l'eau stagnante qui est vaporisée. Les seringues, donc inoculation, l'infection des toxicomanes par voie IV, les bronchoscopies, les transfusions de VIH, de CMV, des hépatites B, C, E, tout ça peut être transmis par... les transfusions, ça reste une chose, on travaille beaucoup avec les gens qui sont au Centre national de transfusion. On a beaucoup de questions en ce moment, parce que quand je vous dis qu'on est un écosystème complexe, on est au tout début de la connaissance de ça. Là, maintenant, vous avez tous plein de virus dans le sang. On ne sait pas ce qu'ils font. On ne sait pas ce qu'ils font à long, on ne sait pas ce qu'ils font à court terme. On imagine qu'ils ne font pas grand-chose parce que sinon on le saurait. Ce qu'ils font à long terme, on ne sait rien du tout. Mais c'est quand même une question de se dire, voilà, attendez, vous n'avez pas tous les mêmes virus. Le plus commun de tous, c'est les TTV. Vous avez tous des TTV. Maintenant, c'est les virus qui habitent votre sang. Mais il y en a d'autres. Parfois, il y a des grands virus. Donc, maintenant, il faut être réaliste, c'est-à-dire la transfusion, c'est seulement si vraiment on est sûr que ça fait du bien. Hein, parce qu'on est en train de transfuser des choses dont on ne sait pas ce qu'elles font à long terme, auxquelles, je ne sais pas, 20 ans, on se dira, bah, t'es fou, on transmettait des choses dont maintenant on sait que 30 ans après, comme ça. Donc la transfusion, c'est quand on est sûr que ça sert à sauver les gens. C'est vraiment un élément vivant, c'est vivant, et donc il y a des choses vivantes dedans, donc on ne sait pas toutes les deux contaminées, donc il faut être extrêmement attentif à tout. La chirurgie, les transplantations et les xénogreffes. Alors ça, il y a beaucoup de travaux actuellement qui essaient de travailler sur les xénogreffes, en particulier à partir de porc. Je commence à avoir des éléments. Alors ça va vraiment être intéressant de savoir ce qu'on va pouvoir greffer avec les xénogreffes, les greffes d'animaux. Ce que ça va pouvoir donner, alors ça c'est vraiment une chose mystérieuse. Et puis le microbiote, la population muqueuse, les antibiotiques qui modifient ce microbiote, qui le changent, qui le rendent plus sensible à certaines choses, moins à d'autres.
et les co-infections, virus et bactéries, et virus entre eux, qui sont des choses qui sont très rares. Alors les voies d'entrée. On a fini le terrain, par où ça passe? Toutes les muqueuses, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche. Ça peut être par l'air, bien entendu l'air avec des aérosols. Ça peut être des solides, ça peut être des liquides. Une chose sur laquelle on travaille beaucoup dans le laboratoire, c'est les lentilles. Les lentilles aussi, il y a plusieurs systèmes de lentilles, mais il y en a qu'on utilise pendant un mois. Et celles-là, si on les met dans le liquide et qu'on ne fait pas attention, on retrouve là une population d'amibes extraordinaire, très très adaptée à toutes les situations. Et donc il y a des amibes qui se mettent sur ces lentilles et qui donnent des infections de l'œil. C'est l'infection la plus commune qu'on attrape quand on a des lentilles. Hein. C'est dû aux amibes qui sont dans l'eau. Le nez aussi, c'est problème respiratoire, et puis la bouche, les aérosols, et puis ce qu'on mange, tout ce que l'on met dans la bouche. La peau, et donc les piqûres, les traumatismes. Quelque chose qui joue un rôle très très important sont les vecteurs arthropodes, les piqûres. Hein. Alors le plus grand vecteur de tous, les plus grands vecteurs sont les moustiques. Donc vous avez de la chance parce qu'il n'y a pas beaucoup de moustiques ici comparé aux zones intertropicales humides. Mais il y en a. Et ils s'implantent, là, les Aedes albopictus, là, ceux qui transmettent le chikungunya et la dengue, là, ils s'installent ici petit à petit. Ils sont très malins. Les moustiques, il ne faut pas négliger nos adversaires. Les moustiques sont très malins. Je vais vous donner deux exemples. Un, Aedes albopictus, c'est un moustique de ville. Donc, globalement, les animaux qui, ce dernier siècle, se sont très bien débrouillés sont ceux qui sont devenus urbains. Parce qu'on a transformé le monde et que plus de la moitié de la population humaine vit dans les centres urbains et qu'on a transformé le monde, on a fait des normes mégapoles et que tout ce qui est capable de s'adapter aux villes a proliféré de manière extraordinaire, les rats, les souris, tout ça. Tout ce qui vit avec l'homme dans les villes, ça vit très bien. Les populations sauvages, elles diminuent, elles baissent de la biodiversité, mais tout ce qui est capable de s'adapter dans les villes se multiplie de manière extraordinaire. Et donc c'est pareil pour les moustiques, la plupart des moustiques c'était pas urbain du tout au départ. Mais il y a des moustiques qui sont devenus urbains, et en particulier les Aedes sont devenus urbains, et dès qu'il y a une flaque d'eau, ils sont capables de pondre, d'avoir des larves, et ce qui marche très bien, ils sont transportés partout, et essentiellement on pense grâce au transport de pneus usés. Et dans les pneus, il reste toujours un peu d'eau que vous n'arrivez pas à enlever. C'est un pneu, essayez de vider un pneu, vous allez voir. C'est extrêmement compliqué. Il reste toujours un peu d'eau. Donc, quand sur les énormes porte-containers pleins de pneus, eh bien, ça a transporté ça les moustiques, les arbres de moustiques partout dans le monde. Et donc, c'est comme ça qu'il y a eu des épidémies qui sont faites à New York avec le West Nile, chez nous à la Réunion avec Aedes albopictus, qui est un moustique qui est parfaitement adapté maintenant à une situation urbaine. Et donc il arrive à s'installer. Donc quand les moustiques qui vous font risquer quelque chose, c'est pas cette camarade que vous voyez les diminuer parce qu'ils ne transportent pas de pathogènes humains, parce qu'ils ne se nourrissent pas sur les humains. Mais en revanche, les Aedes albopictus, vous n'avez pas besoin d'en trouver, il y a quelqu'un chez moi qui travaille là-dessus. À l'hôpital Nord, il y a des Aedes albopictus. Il y en a. Il suffit qu'il y ait quelqu'un, un humain, qui arrive avec un chikungunya ou une âne et que le moustique le pique et qu'il en pique à l'autre, et bien vous avez quelques cas autochtones. Pour l'instant, c'est pas un danger majeur, mais enfin, voilà, les situations changent. Et l'autre situation qu'on a vu changer sur les insectes, et une des choses qui m'a le plus surpris dans la vie des choses, vraiment, on a vu il y a 2-3 ans, on pensait, vous voyez, dans la lutte, l'humanité met des milliards dans la lutte contre le paludisme, sida et tuberculose. Et la lutte contre le paludisme a été basée sur la distribution générale, partout, on voit que je connais bien que l'Afrique subsaharienne, on distribue gratuitement des moustiquaires imprégnés d'insecticides qui s'appelle la perméthrin. Et ça a eu au début un effet absolument spectaculaire de diminution du paludisme, et nous on a un observatoire bien placé pour voir si le paludisme réapparaît. On a vu réapparaître il y a 2 ans, mais après très rapide. Et il s'est passé 2 choses avec les moustiques. Et qui ont été confirmées par d'autres équipes.
Une partie des moustiques est devenue entièrement résistant à la permétrine, donc ils repassent, quand il y a des trous dans le moustiquaire, ils repassent. Avant, quand il y a des trous dans le moustiquaire, la permétrine diffusait suffisamment pour empêcher de repousser le moustique. Maintenant, ils s'en fichent. Donc il y a même des endroits où il y a 100% de moustiques résistants à la permétrine. Et d'autre part, pourquoi ça marchait dans le moustiquaire? C'est parce que le vecteur du paludisme est un vecteur nocturne. Il pique entre 11h du soir et 5h, 4h. Et donc le vecteur moustiquaire va demander. Eh bien, les moustiques ont changé leur heure de repas. Alors chez nous, là où j'ai mon laboratoire, au Sénégal, ils commencent à manger plus tôt, ils commencent à manger à partir de 9h. Et il y a une autre équipe qui vient de voir, au Cameroun, qui mangeait plus tard, et se couchait jusqu'à 7h du matin. Et donc, parce que vous avez été moustiquaire, et les moustiques ont appris que c'était mauvais de manger la nuit. Il y a une partie des moustiques qui s'est mis manger le jour plus tôt. Alors que le paludisme, ça avait toujours été une maladie transmise la nuit. Donc, les partenaires avec qui nous jouons aux maladies infectieuses sont des partenaires qui ont des capacités aussi de réaction. Ils ne se laissent pas faire comme ça. Donc, les moustiques, c'est pas fini pour les moustiques. Après, tout de suite après les moustiques, le grand vecteur arthropode sont les tiques, les piqûres de tiques. Puis ensuite, les mites et puis d'autres. Les autres mécanismes de transmission, c'est bien sûr les transfusions. Et ensuite, les autres mécanismes, eh bien, les rapports sexuels, qui ne se font pas que par le sexe, bien sûr. Le sexe, l'anus, la bouche, je voudrais. Qui sont un des facteurs aussi de contamination muqueuse. Et puis enfin, la transmission verticale de la mère à l'enfant, qui est l'autre mode de transmission. Alors, en particulier pour les maladies infectieuses aiguës, et ça c'est un point très important quand vous interrogerez les malades pour savoir quel est leur facteur de risque, en dehors de leur facteur de risque qui est lié au terrain, c'est qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui se passe d'inhabituel, quel est le contexte dans lequel vous avez rencontré ce microbe. Premièrement, la saison. Alors ça, la saison et le déplacement en géographie, le premier qui est décrit ça, c'est Hippocrate. Hippocrate décrivait déjà, il y a des maladies saisonnières et des maladies qu'on attrape dans différents endroits. Quand on arrive dans un endroit nouveau, on a un risque d'infection qui est complètement différent parce que vous ne connaissez pas l'écosystème. Donc la saison, influenza, souvenez-vous, on dit influenza, il y a plein de bestioles qui s'appellent influenza. Ça vient de l'italien qui veut dire influenza di freddo, c'est-à-dire sous l'influence du froid. Donc c'est les maladies du froid. Et on ne sait pas du tout. On n'a pas la moindre idée de savoir pourquoi il y a des maladies qui sont plus communes pendant qu'il fait froid. Il est bien possible qu'il y ait des physiologistes qui vous racontent que ça diminue les mouvements vibratiles de l'arbre respiratoire, on n'en sait rien. Chacun a une idée, on n'en sait rien. Peut-être qu'un jour on saura. Les hypothèses, pour l'instant, on ne sait pas. Bien entendu, la saison détermine aussi les arthropodes. Les moustiques piquent la saison chaude. Les tiques, c'est très bizarre, il y a des tiques qui piquent l'hiver, des tiques qui piquent l'été. Je ne sais pas très bien pourquoi non plus. Le rôle du soleil. Il y a des gens qui pensent, dans les raisons pour lesquelles on fait plus de maladies l'hiver, il y a des gens qui pensent qu'il y a une substance qui commence à être assez. Ça joue probablement un rôle, c'est qu'on a moins de vitamine D l'hiver. Vous voyez, à vue d'œil, vous êtes beaucoup plus clair l'hiver que l'été, et ça se traduit par vos taux de vitamine D. Alors, à votre âge, c'est probablement pas déterminant, mais chez les enfants et chez les sujets les plus âgés, c'est important. Et il y a des points qui viennent, un travail très joli qui vient de montrer que les pneumonies en particulier étaient plus sévères chez les gens qui avaient des taux de vitamine D qui étaient plus bas. Donc c'est probablement, dans les éléments saisonniers, c'est possiblement un rôle. Mais enfin, c'est compliqué. La raison pour laquelle le froid est associé à des maladies infectieuses plus communes, c'est compliqué. C'est pas très bien pourquoi. Le froid et le chaud, donc, la géographie, les voyages, les tropiques en particulier, les coutumes, les aliments crus. Donc, les aliments crus ont plus de chances d'être infectés par les bactéries, en particulier, que les aliments cuits. Comme ça. Simplement parce que quand on les tue, on tue les bestioles. Si vous ne les tuez pas, et donc si vous allez, chaque pays a sa culture, si vous allez aux États-Unis, vous verrez que si vous mangez un œuf dont le jaune est liquide, le jaune de l'œuf est liquide, c'est qu'il n'est pas cuit. C'est été cuit. Et donc on dit attention, il y a un risque de vous attraper une maladie infectieuse, c'est les maladies épidémiques chez les poules, les salmonelles, les campylobactères. Et quand on vous sert un steak maintenant
bleu, aux États-Unis, on dit faites attention quand on mange de la viande crue comme ça, il y a un risque sur le menu, hein, quand vous n'en avez pas là. Peut-être demain on fera ça, mais on dit attention, il y a un risque qui est lié au fait de manger cru. Mais comme c'est aux États-Unis, vous savez qu'à l'extrême, il y a des gens qui sont pour le raw food, c'est-à-dire qu'ils veulent manger que cru. Je pense que quand on cuit, on enlève tout ce qui est bon. C'est comme ça, il y a des extrêmes de la précaution, des extrêmes de. On ne peut plus manger les aliments crus. Mais il y a toutes sortes de maladies qui sont dues au fait qu'on ne cuit pas les aliments, on mange les aliments crus. Et puis la socialisation. Bien sûr, les maladies contagieuses en là, eh bien, elles sont liées à notre degré de socialisation. Donc les baisers, le fait qu'on se touche, l'écho de la vie en collectivité, toujours été associés. Alors maintenant on fait le service militaire, on avait le service militaire, il y avait des épidémies chez les militaires, des épidémies chez les écoliers, c'est à chaque fois qu'il y a un groupe de personnes qui dans l'espace réduit, eh bien, qui arrive de contagion. Les éléments d'exposition. Donc vous voyez, ça c'est des questions qu'il faut poser à votre malade. Qu'est-ce que, vous, la saison, vous savez, est-ce que vous avez voyagé, est-ce que vous avez été piqué par une bestiole, est-ce que vous mangez cru, est-ce que, voilà. La socialisation, un autre élément de la socialisation, est-ce que vous avez un partenaire sexuel nouveau? Bien sûr, s'il y en a un avec qui vous êtes depuis longtemps, la chance de transmission des maladies infectieuses aiguës, pas chroniques, hein, mais les faibles. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui était malade, qui avait la même maladie? C'est pour ça que les médecins et le personnel de soins en général est un très bon élément pour découvrir une maladie infectieuse. Nous sommes des sentinelles. Si un de nos malades a une maladie inexpliquée, surtout si elle est grave, et que nous l'avons après, les grandes maladies dont vous avez entendu parler, SARS, Ebola, etc., ça s'est passé comme ça. C'est le médecin qui devient malade en ayant la même maladie que son patient qui avait une maladie inexpliquée. Donc, c'est une exposition. Bien sûr, nous, médecins, on est plus exposés aux maladies contagieuses que les autres, puisqu'on voit des gens malades. Les voyages, les piqûres à propos de l'hospitalisation, les animaux sont porteurs de toutes sortes de microbes, et les maladies des animaux qui nous sont transmises s'appellent les zoonoses. Avant, on parlait d'anthropozoonose, un mot qui a disparu, on dit une zoonose. Une zoonose, c'est une maladie des animaux qui est transmise de manière sporadique aux humains, qui eux-mêmes n'arrivent pas à transmettre entre eux. Donc la grippe aviaire, dont vous avez entendu parler, c'est jamais devenu un problème, mais c'est jamais devenu un problème parce que c'est une zoonose. C'est-à-dire que ça n'est une maladie que des animaux, et que les hommes qui l'attrapent simplement auprès des animaux malades. Il n'y a pas de bouffée de la grippe, parce que la grippe, c'est une transmission interhumaine. Le danger d'une maladie transmise interhumaine, qui n'a aucune comparaison avec une zoonose, une maladie des animaux. En plus, les vétérinaires ont une manière assez radicale de traiter, comme vous avez vu. Les vétérinaires, quand il y a une épidémie chez les animaux, tuent tous les animaux. Ça limite, ça fait rapidement limiter les métiers. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours demander le métier aux malades, les métiers, les facteurs d'exposition. Donc quelqu'un qui a un contact avec les animaux, en particulier les vétérinaires, il y a toute une pathologie des vétérinaires, plus de tous les gens, fermiers. Les collectivités sont les plus exposées aux maladies contagieuses, et puis les activités de soins. Et puis les événements anormaux, qu'est-ce qui s'est passé? Question qu'il faut toujours poser à vos malades, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait que vous n'avez pas l'habitude de faire? Déséquilibre d'écosystème. L'alimentation, est-ce que vous avez mangé quelque chose d'atypique, cru? Est-ce que vous avez mangé du gibier? Est-ce que qui correspond à des facteurs de risque? Est-ce que vous êtes baigné en eau douce? Un risque particulier. Est-ce que vous avez eu des soins dentaires? Un risque de bactériémie. Et puis dans l'environnement, avec quoi est-ce que vous êtes en contact pour des humains? Eh bien, le bétail, la maladie du bétail. Une maladie du bétail qui est moderne, c'est les fermes pédagogiques. Alors ça, c'est une bonne source d'exposition. On amène les gosses, là où vous voyez disparaître les maladies liées aux animaux de ferme. Maintenant, on a les gosses, là, je sais qu'il y en a une à Martigues, on a un petit foyer épidémique. On amène les gosses voir les petites chèvres, les attrapent les maladies du bétail. Les chiens et les chats. Et de manière assez imprévisible, à chaque fois, nous on n'est pas spécialistes de ça, mais les Américains regardent les animaux étranges. Nous, ça commence à venir, parce que nous, on a une petite épidémie qui sont venus à des rats. Là, je ne savais pas que c'était devenu des rats. Considérez
c'est pas très fréquentable. Maintenant, il y a des rats de compagnie, des rats blancs. Je sais pas, on devait savoir ça mieux que moi, maintenant on vend des rats blancs pour les gosses ou des rats blancs. Et donc il y a une maladie, on ne savait pas, donc il y a une maladie du Boxterius qui est due au rat blanc. Les chiens de prairie, c'est joli, c'est une espèce de marmotte. Aux États-Unis, il y a eu toute une épidémie due aussi à un poxvirus qui est due au fait que les gens, ça, alors c'est très joli, hein, les gens riches comme ça, ils ont comme une espèce de bassin mais rempli de terre. Et donc ils voient, ça creuse la chienne de prairie, dans leur maison, ils voient le truc qui creuse, qui fait les tunnels, qui sort, comme c'est mignon, c'est devenu très à la mode. Et ça fait plus d'épidémie au long de ça. Et donc les poissons aussi, donc il y a une maladie qu'on appelle la maladie des aquariums, qui est due à une bactérie qu'on trouve dans les aquariums, ça s'appelle Mycobacterium marinum. Donc si les gens ont un aquarium et une infection du doigt qui n'arrive pas à se résoudre, vous allez souvent faire un diagnostic comme ça. Les oiseaux, les murinés, donc les rats, les souris, et puis les arthropodes vecteurs, à quoi on a été exposé comme piqûre. La nourriture, ça a toujours été, c'est un enjeu depuis très longtemps. Hein. La plupart des religions ont des règles hygiéno-diététiques, d'exclusion ou de cuisson ou de règles qui permettaient d'éviter un certain nombre d'infections. La chaleur, ça préserve les aliments, ça cuit, donc ça tue les microbes. Ça tue les microbes, la chaleur ordinaire, mais ça ne tue pas les spores, qui sont une forme de résistance de la bactérie. Et donc c'est la raison pour laquelle, même avec des conserves artisanales, c'est-à-dire qui ne sont pas chauffés de manière très très élevée, vous pouvez faire du botulisme. Tandis que si vous faites des vraies conserves, ça tue aussi les spores. Donc la bactérie du botulisme, une bactérie sporulée. Et donc quand vous l'embêtez et que vous chauffez, hop, elle se met sous forme de spore, et puis dès que vous arrêtez, hop, se reproduit et on commence à faire des toxines. Ça, c'est le botulisme. Le froid, ça, bien sûr, c'est résistant, c'est la chaîne du froid, la congélation. Les bactéries, la plupart des bactéries ne se multiplient pas au froid. Il y en a quelques-unes qui font quand même. Et puis, l'hyperosmolarité, c'est un des moyens de conservation. Le sel, le sucre des confitures, ça empêche les bactéries de se multiplier. Le sel qu'il y a dans la charcuterie, ça empêche les bactéries de se multiplier. Parce que la tension osmolaire est trop importante. Tout ça, c'est des moyens que, maintenant, on comprend pourquoi, c'est des moyens qui ont été sédimentés par l'homme sur des centaines d'années, qui a trouvé que si on faisait ça, on pouvait garder la viande plus longtemps. Donc, qu'est-ce que l'on a contamination? Le porc est un vecteur de toute. Donc, vous voyez bien que le porc, c'est interdit dans beaucoup de religions. Hein. C'est un vecteur ça a été un vecteur de beaucoup de maladies, dont une qui est très facile à identifier, qui s'appelle la trichinose. C'est une infection parasitaire que l'on a quand on mange les muscles du porc et qui donne des douleurs dans la semaine, donc rapidement, c'est pour ça que vous arrivez à faire un lien de cause à effet, qui donne des douleurs très importantes avec un œdème des yeux, du cou, c'est très douloureux. Donc c'est probablement la maladie qu'on pouvait lier directement à la consommation du porc, mais du porc cru. D'accord? Si vous faites cuire le porc, il ne faut jamais manger de porc. Si vous faites cuire le porc, eh bien, a priori, cette maladie disparaît. Il y a d'autres maladies. Nous, on a découvert ici une maladie récemment, qui est une maladie qui est due au figatelli. Alors, le figatelli, moi, je ne savais pas ça, c'est quand on a fait une enquête épidémiologique. Il y avait une épidémie d'hépatite E, une nouvelle hépatite, et on a, en faisant l'investigation avec un collaborateur qui s'appelle Philippe Scott, on a trouvé que les gens qui avaient les hépatites E ici, c'était facile parce qu'il y a eu 2 professeurs de médecine plus un PH qui ont fait une hépatite E. Et donc on a pu assez facilement les interviewer et demander ce qui s'était passé à leur famille. Et donc ce qu'ils avaient, c'est manger les figatelli. Et donc on a pu faire une enquête dans leur famille pour savoir s'il y avait un lien entre manger les figatelli. Après on a acheté les figatelli c'est bourré. Et pourquoi? Parce que l'hépatite E, c'est une maladie épidémique chez les jeunes porcs. Et le figatelli, comme son nom l'indique, figatello, ça veut dire foie. C'est une saucisse de foie, c'est du foie, pas le porc. Donc il faut le cuire, vous cuisez pas, vous mangez du foie cru. Et donc dans le foie cru, il y a des l'hépatite E. Voilà. On l'a attrapé l'hépatite E. On l'a signalé au ministère, et donc depuis il y a une petite étiquette, c'est à cause de nous, il y a marqué cuisez-le, le figatelli. Il y a risque d'attraper l'hépatite E. Enfin, les gens le cuisent toujours pas beaucoup, on a toujours pas mal d'hépatite E à cause des figatelli. Alors les Corses étaient furieux, alors ce matin, ils ont dit qu'est-ce que c'est, Marseillais qui dit mal. Et
On peut dire même plus de mal que ça, parce qu'on s'est rendu compte récemment qu'il y avait un génotype d'hépatite E qui n'existait pas en France et qui vient de Chine. Et en réalité, on s'est rendu compte, on a appris ça par les chaînes alimentaires, qu'il y a beaucoup de philatélie de Corse qui est fait avec du foie chinois, du foie de porc chinois. Donc voilà, ça c'est le porc. Voilà. Après les œufs et le poulet, je vous l'ai dit, il y a des grandes épidémies dans les élevages de poulet, et de temps en temps, vous avez l'épidémie des bactéries qui vivent dans les œufs. Dans les hamburgers, c'est ce qu'on a appelé la maladie des hamburgers, c'est chez les coli qui donne des diarrhées. Dans les fruits et légumes, vous avez vu, dans le porc, vous avez dit il y a l'hystéria, hépatite E, trichinose. Fruits et légumes, salmonella, hépatite A. L'hépatite A, il y a une énorme épidémie aux États-Unis qui était sur des oignons verts qu'on met dans les hamburgers. C'est 400-500 cas, donc 5 morts. Et c'était des oignons verts, il n'y a pas d'hépatite A aux États-Unis, pratiquement pas. Donc les gens étaient extrêmement surpris. C'était des oignons verts qui venaient du Mexique. Parce que la mondialisation, maintenant, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour être exposé aux microbes. Parce que les produits viennent jusqu'à vous. Donc, en particulier les légumes, hein, donc ils arrivent à faire attention. Dans ces légumes, il y a des légumes qui sont infectés. Et là, vous avez vu, et puis il faut se méfier des trucs bio aussi, de la dernière épidémie des Escherichia coli. Et dans les trucs bio, vous savez, si on retourne aux conditions biologiques de base dans lesquelles on faisait les légumes, en particulier, les risques d'exposition à des microbes beaucoup plus dangereux, parce qu'il n'y a pas l'ensemble des contrôles de l'agroalimentaire qui a ses défauts aussi, expose à d'autres risques. Et puis, les poissons crus, les poissons sont infectés aussi par des vers, et donc j'ai mangé poisson cru de temps en temps, en fait, une maladie. Enfin, quoi, c'est les microbes? Mais on aura le temps de revoir ça. Eh bien, tous les microbes, c'est clairement tout ce qui est autour de nous, visible ou invisible, peut nous donner quelque chose. Hein. Donc, quand il rentre dans notre monde, il y a des virus, les bactéries, les archées, qui sont un groupe de microbes qui ressemblent aux bactéries, mais qui ont un mode de vie différent, une origine très différente. Et dans les eucaryotes, eh bien, il y a les microsporidies, les protistes, paludisme, les amides, etc. Les champignons, c'est qu'il y a une partie de champignons qui est visible et une partie qui est invisible. Et puis dans ce qui est visible, les helminths, les vers, les arthropodes. Et puis ensuite les prions, dont on ne sait pas très bien quelle est la proportion de maladies glycoses, mais qui sont juste des protéines qui ont une structure différente et qui convertissent les protéines naturelles en protéines anormales, qui donnent des maladies. Donc ça nous amène à quand vous voyez un patient maintenant en maladie infectieuse, comment est-ce qu'on arrive au diagnostic ou au traitement? Comment on fait? Le premier point, c'est d'essayer de définir ce que c'est. Quel est le cadre nosologique? Le cadre nosologique, c'est quelqu'un qui a une pneumonie, c'est quelqu'un qui a une méningite, c'est quelqu'un qui a une infection urinaire. Ça, c'est le cadre nosologique. C'est de quel organe s'agit-il? De quel syndrome s'agit-il? Et si vous vous trompez là dans le cadre nosologique, c'est la première entrée. Ça. Si vous vous trompez là, c'est difficile. Donc le cadre nosologique, vous allez bâtir sur l'examen clinique, les examens paracliniques, la radio, le scanner, la biologie. C'est ces éléments-là qui vont permettre de dire ça c'est le cadre nosologique. Voilà, ce malade a ça. Une fois que vous savez que ce malade a ça, il faut regarder quel est le terrain. Donc, un, c'est qu'est-ce qu'il a. Deuxièmement, qui c'est? Qu'est-ce que c'est que ce terrain? Qui c'est que ce malade? Troisièmement, c'est à quoi a-t-il été exposé? Voilà, ça, c'est les éléments. Ensuite, vous commencerez, si c'est un patient qui a quelque chose de sévère, si c'est un patient que vous voyez consultation, je ne dirais pas aussi loin, mais si c'est un patient qui est suffisamment sévère, et ça c'est ce plan qu'il faut que vous mettiez en tête dès maintenant pour préparer l'examen national, c'est voilà, le cadre nosologique, le terrain, l'exposition, ensuite les examens biologiques non spécifiques, formule numération sanguine, les transaminases, plaquettes, tout ça sont des éléments qui vont donner des orientations vers ces bactériens, ces virales, ces parasitaires.
Ensuite, les autres éléments paracliniques, si on suspecte une méningite, combien il y a de cellules dans le HCR, si on suspecte une infection urinaire, combien il y a de cellules dans les urines. Et enfin, le diagnostic étiologique, avec le diagnostic direct, c'est-à-dire on recherche un microbe ou une partie des microbes, la culture, les acides nucléiques, les antigènes, ou la microscopie, tout simplement. Ou bien alors on fait un diagnostic étiologique indirect, c'est-à-dire qu'on recherche la réponse immunitaire contre le microbe, c'est-à-dire la sérologie néphratique. Et cette démarche est toujours la même, quelle que soit la maladie infectieuse. Et ensuite, la conclusion, on peut penser que c'est soit infectieux, et infectieux, il faut que vous balayiez, en particulier quand vous répondrez aux questions, les causes bactériennes, les causes virales, les champignons et les parasites. De manière à oublier aucune catégorie, parce que ne vous jetez pas sur la première idée qui vous vient à l'esprit. C'est comme ça qu'on se fait piéger sur la question. Vous oubliez tout le reste, vous jetez sur la première truc qui vous vient à l'idée et puis vous oubliez tout le reste. C'est pas comme ça. Et en plus, c'est pas comme ça qu'on compte les points. Même si la première rapportera plus raisonnable, rapportera plus de points, toutes les autres vont encore un petit quelque chose. Il faut tout balayer. Je vous suggère de vous faire donner, si vous n'avez pas déjà compris, par c'est gratuit, maladie infectieuse et respiratoire, et dedans, ils vous disent tous les syndromes. Vous voyez, donc, tous les cadres nosologiques, et vous voyez comment ça se présente. Voilà, le cadre nosologique, et après on rentre un peu plus dans le cadre nosologique en disant voilà, éventuellement un peu plus. Alors, les manifestations générales déterminent le spectre de l'infection, c'est-à-dire qu'une infection, ça peut aller de asymptomatique à symptomatique mais pas grave, sévère et mortelle. Et là aussi, dans les infections septiques, on parlait de septique, maintenant on parle de sepsis, et on quantifie la gravité du sepsis avec des scores, des scores de gravité. Donc, c'est est-ce que le malade a l'air d'être infecté, en particulier, ce qui est une clé, c'est une exudation ou de la fièvre. Deuxièmement, quel est le degré de gravité? Je ne peux pas vous faire maintenant toutes les étiologies, mais vous mettre un peu en perspective ce que l'on trouve le plus souvent. Alors, qu'est-ce qu'on trouve le plus souvent en médecine générale? Qu'est-ce qui est commun? Les angines, les sinusites, les otites, les infections respiratoires, les infections cutanées, les infections urinaires, les maladies sexuellement transmissibles. Ça, c'est ce qu'il y a de plus commun dans la consultation générale. Donc ça, c'est ce que vous devez apprendre à reconnaître le plus rapidement, à diagnostiquer le plus rapidement et à traiter. C'est le pain quotidien de la médecine générale. Qu'est-ce qui est commun aux urgences? Quand vous prendrez vos gardes, qu'est-ce qu'on voit le plus? On a sorti ça, c'est Kubroki qui avait ça, il a sorti les codes, vous savez, on code tout, et donc on sait, voilà, qu'est-ce qui est aux urgences en maladie infectieuse. Et c'est dans cet ordre que ça se trouve. Alors donc c'est ce que vous allez voir pour de bon, en réalité. Les premiers, c'est bronchite, ensuite les pneumonies, en particulier beaucoup de pneumonies d'inhalation chez le sujet âgé, les infections urinaires, les éruptions fébriles, méningite encéphalite, fièvre au retour de voyage, diarrhée fébrile, infection à VIH fébrile, infection ORL et ectoparasitose. Ça, c'est les plus communs. C'est ça que vous verrez aux urgences. Donc les autres, ce que vous verrez au cabinet, ça c'est ce que vous verrez aux urgences. Si vous voulez, si je sais pas, vous êtes toujours une organisation d'étudiants, en principe on le met sur notre site, mais si quelqu'un veut le dupliquer et me le ramener, je lui laisse, c'est pas la peine pour bouquer tout le monde. En principe on le met, c'est affiché, c'est pas la peine de tout retrouver. Ensuite, hospitalisé. Vous voyez, j'ai voulu vous faire un truc de gravité successive pour que vous ayez une idée de ce qui est commun. Dans chacune des trous aussi, vous avez votre écosystème, peut-être l'urgence, peut-être l'hôpital, peut-être le médecine générale.
Donc, sur 2300 hospitalisations pour maladies infectieuses à Marseille, à Essence Publique, vous avez 33% d'infections respiratoires, 15% d'infections urinaires, 10% d'infections cutanées, 10% parasitose, 3% de fièvre, 3% d'infections osseuses, 3% de LST, 3% de septicémie, 2% étiqueté virose, 1% étiqueté MST, 1% étiqueté HIV. Ça, c'est dans les hospitalisés, ceux qui restent 9. OK? Parmi les choses qui sont les fièvres autour des tropiques, les fièvres, les plus communes, c'est paludisme, rickettsia, arbovirose pour les fièvres, et pour les diarrhées, c'est amibiase, pistache, shigella et salmonella. Les infections nosocomiales. Hein? Les infections nosocomiales les plus communes dans le monde, qu'est-ce qu'on attrape le plus à l'hôpital? Staphylocoque, Clostridium difficile, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors n'oubliez pas, les noms de microbes, c'est comme dans la botanique. Le nom de genre, le premier majuscule, le deuxième il est minuscule. Et c'est du latin, théoriquement, le mot est latin, c'est du latin. Donc c'est pour ça qu'on est en italique. Et c'est pour ça qu'on prononce tous les... Il n'y a jamais d'accent, et on prononce tous les E en E. Donc Clostridium, on ne dit pas Clostridium difficile, Clostridium difficile. C'est censé être du latin, ça. Et les norovirus. Les norovirus, on les connaissait pratiquement pas 5 ans de ça. C'est les plus contagieux de tous. C'est les agents des gastroentériques. Ça cause à peu près 50% de ce que l'on appelle les gastroentériques. Et on a eu récemment un patient passé par les urgences, un patient âgé, qui est rentré dans un service de pédiatrie. Il y a eu un taux d'attaque, c'est-à-dire le pourcentage des gens infectés était de 50% chez les patients hospitalisés, 50% dans les personnes soignées. Donc c'est le truc le plus contagieux qu'ils connaissent maintenant que la rougeole est devenue rare et que la variole a disparu. C'est un taux d'attaque absolument extraordinaire. On a ça dans les avions, par exemple. On a des épidémies de 300, 400 cas dans les camps de vacances, sur les bateaux, etc. C'est effroyablement contagieux. Vous mettez une personne là-dedans, et on peut suivre ça très bien. Il y a eu de très beaux travaux qui ont été faits dans les avions. Et on sait que ça reste 3 ou 4 jours dans les avions. Et que les positions les plus dangereuses sont ceux qui ont l'accoudoir du côté du couloir et qui sont les plus près des toilettes. Et ceux-là, c'est ceux qui ont le plus de risque d'attraper. Vous pouvez imaginer, les gens qui courent en touchant des accoudoirs pour aller aux toilettes et des gens qui sont là attrapent ensuite des norovirus. Donc c'est extraordinaire. Avec une personne qui est dans un avion à une infection norovirus, vous pouvez avoir 20 personnes qui vont l'attraper. C'est extraordinaire. Actuellement, c'est tous les sous-contagieux. Celles qui sont graves, le choc septique, mortel, tout ça, je parle de grave, c'est des choses qui ont une mortalité qui est entre 15 et 60%, très grave. Le choc septique, des méningoencéphalites, des endocardites, septicémie, les périculates. Voilà, vous trouverez, si vous téléchargez, c'est un avis dedans, tous les microbes qu'on trouve par syndrome, je ne vais pas vous les détailler maintenant. Ensuite, les éléments biologiques non spécifiques. La forme de numération, regardez-la, vous devez savoir que tous vos malades, la forme de numération, les plaquettes, les bilans hépatiques. C'est un élément d'orientation majeur. Vous avez une augmentation des polynucléaires, c'est plutôt les bactéries à gram positif. Vous avez une baisse des polynucléaires, c'est plutôt viral, c'est plutôt les bactéries intracellulaires. Vous avez une lymphopénie, c'est plutôt viral, et faites attention au virus HIV. Vous avez une hyperéosinophilie, c'est plutôt parasitaire. C'est les vers. Vous avez un syndrome mononucléosique, c'est plutôt un virus. C'est plutôt un virus de la grande famille des virus Herpès.
Les plaquettes, c'est des maladies qui sont associées à une thrombopénie. Et le couple thrombopénie-leucopénie, c'est souvent des affections virales. Alors que le couple thrombopénie-hyperleucocytose, il n'y a que 2 ou 3 maladies qui donnent ça, dont la maladie légionnaire, donc c'est un signe très important. Les thrombocytoses, l'augmentation des polynucléaires, ça va souvent avec l'augmentation des plaquettes, ça va souvent avec l'augmentation des polynucléaires. Dans les maladies purogènes, bactériques. Le bilan hépatique, il faut regarder les transaminases. Ce qu'on appelle les hépatites virales sont associées à des taux de transaminase très augmentés, plus de 10 fois la normale, au-delà de 300. Mais très souvent, en particulier avec les bactéries intracellulaires ou les virus, il y a une augmentation modérée des transaminases, 2 à 5 fois la normale, qui sont aussi un très bon signe d'orientation. Ensuite, le diagnostic étiologique. Direct, c'est la détection des microbes, et c'est toujours la même. Ça, vous devez l'apprendre par cœur pour votre examen classique. Chaque fois, ça existe toujours. Donc vous dites, voilà, l'examen direct, je cherche. Est-ce qu'on le voit au microscope? Est-ce qu'on peut le cultiver? Est-ce que c'est culture banale, milieu spécial? Est-ce que je peux détecter les antigènes? Est-ce que je peux détecter les acides nucléiques, en particulier par PCR? Et qu'est-ce que je dois faire comme prélèvement? La plupart du temps, du sang, et ensuite, les prélèvements sont dirigés par le syndrome. LCR, c'est méningite, cutané, si c'est cutané, urinaire, si c'est urinaire. Ça, c'est le diagnostic direct. Le diagnostic indirect, c'est du sang. Quelles sont les techniques? Pratiquement, les techniques, c'est toujours les mêmes, c'est ELISA et immunofluorescence. Et on considère que le résultat est positif s'il y a une séroconversion de négatif à positif, s'il y a une augmentation du type des anticorps, ou s'il y a une présence d'IgM. Ça, c'est, je ne sais pas comment vous appelez ça en génération, moi on appelle ça des tiroirs. C'est un tiroir. Voilà. Ça, c'est 2 tiroirs, vous pouvez les connaître. Diagnostic biologique non spécifique, diagnostic direct, diagnostic indirect. Sur toutes vos questions, vous devez savoir ça par cœur et mettre à chaque fois. C'est ça le petit value. Donc, en conclusion, 1, vous devez pallier à vos malades. Vous n'êtes pas intrinsèquement bon. À chaque fois qu'un malade vient vous voir, il n'en tire pas un bénéfice. Donc souvenez-vous, vous êtes dangereux. Donc vous devez peser ce que vous faites en vous posant la question de savoir si ce que vous faites est nécessaire et si c'est utile. Passez-vous les mains avant de toucher un malade à l'alcool et ne posez pas de catéter inutile. Déjà, si vous faites ça, ça sera bien pour votre génération.